Bonsoir mesdames et messieurs, je suis ravi de vous voir aussi nombreux ce soir à la Saline pour un moment vraiment particulier. Je souhaite remercier l'association des jardins et vergers de l'Outre-Forêt qui avec divers partenaires nous permettent d'accueillir deux personnalités ce soir. D'une part, nous avons la chance d'accueillir une journaliste scientifique, Madame Boursicot, et notre conférencière pour laquelle vous êtes tous venus ce soir, Madame Masson-Delmotte, spécialiste du climat, sujet qui nous intéresse au plus haut point. Et je suis sûr, vous avez tous votre petite idée de ce qu'il faudrait faire pour que ça aille mieux et plus vite. Donc je vais vous laisser entre les mains de nos deux spécialistes et je vous souhaite une très agréable conférence. Bonsoir, merci à tous d'être venus si nombreux. Donc je me présente, je m'appelle Frédérique Boursicot, je suis journaliste pour le magazine Ça m'intéresse, pour lequel je fais du journalisme, je traite principalement de sujets scientifiques et environnementaux. Donc ça fait une vingtaine d'années que je traite de ces sujets. Donc j'ai parlé de l'augmentation des températures, bien sûr, de la fonte des glaciers, de celle de la banquise, de la multiplication des catastrophes, de l'effondrement de la biodiversité. J'ai essayé de transmettre les alertes des scientifiques et notamment celles du GIEC. Donc, je le dis une fois comme ça c'est fait, le groupement d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat. Et je ne vous cache pas que pendant 20 ans, ces sujets n'ont pas vraiment intéressé beaucoup de gens. C'était un petit peu compliqué. Ça n'intéressait pas les rédactions, ça n'intéressait pas les chaînes de télé qui trouvaient que les sujets, c'était trop angoissant, c'était trop technique, trop complexe. Et puis, depuis quelque temps, quand même, le dérèglement climatique n'est plus vraiment une fiction, n'est plus une idée. Je pense que la réalité est là. Il y a des incendies, il y a des sécheresses. La chaleur commence à se ressentir. Je pense qu'il y a 10 ans, un été comme celui de 2022 aurait paru vraiment très, très exceptionnel. Donc, il y a une vraie prise de conscience de la part des citoyens, et notamment de la part des jeunes. Notamment cet après-midi, nous sommes allés avec Madame Masson-Delmotte au lycée Stanislas de Wissembourg. Comment ça se prononce ? Wissembourg. Non, mais je suis désolée, moi je ne suis pas d'ici. Et donc on a parlé du bilan qu'on pouvait faire aujourd'hui. On a parlé aussi des solutions qui pouvaient être déployées. Et on a remarqué chez les élèves une réelle connaissance des sujets, une réelle compréhension des sujets. Donc ça nous a donné beaucoup d'espoir. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, ça m'a donné beaucoup d'espoir. Car évidemment, c'est la nouvelle génération qui va devoir embrasser un petit peu ces sujets, avec notre aide, si possible. Et là, je vois que vous êtes très nombreux ce soir aussi, donc ça nous donne encore plus d'espoir. On va avoir peut-être moyen de faire bouger les choses. Donc dans quelques minutes, je vais donner la parole à Madame Valérie Masson-Delmotte, qui est donc physicienne. Elle est chercheuse, directrice de recherche au CEA, donc c'est à chaque fois le commissariat, je dis toujours le centre, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et elle est également membre du Haut Conseil au climat et coprésidente du groupe numéro 1 du GIEC. Le groupe numéro 1, c'est le groupe qui travaille sur la physique du climat. Elle vous a préparé une petite présentation en 3 parties. Donc la première partie, on va faire un petit peu un bilan, de savoir où on en est. Ensuite, les futurs possibles, qu'est-ce que ça va donner demain, et comment on peut accélérer l'action. Donc entre chacune de ces parties, on fera une petite session de questions. Donc vous pourrez me faire coucou et je viendrai vous apporter le micro. Voilà. Et il faut lancer le nouveau PowerPoint, et c'est fait. Merci. Merci. Donc merci beaucoup d'être si nombreux. Merci de l'accueil chaleureux que j'ai reçu ici. Alors on va expliquer. En début d'après-midi, c'était les éco-délégués, niveau débutant, lycée. Après, il y a eu les élus, niveau expert. Donc là, c'est le niveau approfondissement, on est d'accord. Donc cette présentation, je l'ai construite à partir de l'état des connaissances scientifiques qui a été préparé par un large groupe de scientifiques dans le monde à travers les récents rapports du GIEC. Alors, on va voir si ça fonctionne. Normalement, j'appuie là, ça passe. Donc ça n'est pas le cas. Ah oui, il faut que j'allume. J'y suis. Voilà. Donc, depuis 2015, j'ai été élu par les représentants de tous les pays, avec 33 autres collègues, pour faire le point sur l'état des connaissances et superviser un ensemble de rapports scientifiques. Donc on a rendu des rapports en 2018-2019
sur 1,5 degré de réchauffement planétaire, une invitation de la COP21, vous savez, au moment de la rédaction de l'accord de Paris sur le climat. Et à l'époque, on disait déjà, chaque incrément de réchauffement supplémentaire compte, et limiter le réchauffement à un niveau aussi proche de l'actuel serait un défi sans précédent. 5 ans après, le défi est encore plus grand. On a travaillé sur l'océan, les glaces, la montée du niveau de la mer dans un climat qui change, avec les enjeux de résilience, de vie, avec les conséquences à long terme d'un climat qui affecte les glaciers, l'océan profond, les régions polaires. On a travaillé sur le changement climatique, l'utilisation des terres et les enjeux de sécurité alimentaire. Comment dans ce secteur, donc aussi dans les activités agricoles, dans les territoires, on peut apporter des solutions pour s'adapter à un climat qui change et pour stocker aussi davantage de carbone dans les terres. Et puis, en 2021-2022, donc le point sur le fonctionnement du climat, les changements actuels dans le contexte du long terme, la compréhension des causes, les futurs possibles, et l'information climatique à l'échelle régionale, en appui en fait à l'évaluation des risques, en appui aux stratégies d'adaptation. Le volume 2, il porte sur les impacts, les risques et les leviers d'action en termes d'adaptation. Et le troisième volume, donc toujours en 2022, comment permettre à chacune et chacun de vivre décemment, tout en réduisant massivement les émissions de gaz à effet de serre. Donc encore une fois, un focus qui est mis sur les solutions qui existent et l'état des connaissances. Donc à chaque fois, ce sont des rapports rédigés par au total plus d'1 millier de scientifiques dans le monde, des milliers de contributeurs qui examinent les éléments probants en tout de 85 000 publications scientifiques. Chaque rapport est relu à plusieurs reprises par la communauté scientifique, ce qui permet de faire une évaluation plus complète, plus rigoureuse. C'est aussi relu par les experts nommés par les gouvernements qui, au départ, ont exprimé leurs besoins de connaissances. Et de ces rapports, donc là c'est typiquement 500-600 pages chacun, là c'est plutôt de l'ordre de 2000-3000 pages chacun, on distille en fait un résumé dit à l'intention des décideurs d'une 30aine de pages, qui est approuvé mot par mot, phrase par phrase, par les représentants de tous les pays. Et là on vient de mettre le bouquet final de ce cycle d'évaluation, donc une synthèse, un rapport détaillé de 100 pages, un rapport, donc un résumé d'une 40aine de pages. Ça a été rendu public le 20 mars dernier, à l'issue d'une session marathon pendant 133 heures en Suisse, où chaque mot, chaque phrase a été scruté, pour s'assurer de la rigueur, bien sûr, de cette information scientifique, et pour ce rapport qui constitue un socle scientifique reconnu par tous les pays du monde, qui ont bien sûr des intérêts divergents, des géopolitiques, des risques différents, des capacités d'action différentes, mais ce socle scientifique commun, il est là, et il permettra aussi de faire le point, notamment sur le premier inventaire de l'accord de Paris sur le climat, qui est prévu l'automne prochain, dans la prochaine réunion internationale de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Alors moi, je résume ce rapport en 3 points. Gravité, et on va le voir, l'état de la situation aujourd'hui. Urgence à agir par rapport à un certain nombre de risques majeurs si on ne parvient pas à changer d'échelle dans l'action. Et enfin, détermination à agir avec les leviers d'action efficaces, faisables, disponibles aujourd'hui. Alors le président du GIEC, lui, il a utilisé le terme d'espoir, mais moi je préfère le terme détermination. Alors, donc première partie, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui ? Et bien sûr, la manière dont nous interférons avec le fonctionnement du climat, c'est en modifiant la composition de l'atmosphère et en injectant des gaz à effet de serre, mais c'est aussi par rapport à la manière dont nous sommes concernés, nos vulnérabilités, nos expositions aux risques climatiques et l'action qui est mise en place pour limiter ces risques et nous y adapter. Et partout dans le monde, on est devant une action pour le climat qui monte en puissance. Une baisse régulière des émissions de gaz à effet de serre, même en tenant compte des importations dans plus de 18 pays comme en France, des politiques publiques qui ont permis d'éviter d'émettre plusieurs milliards de tonnes de CO2 équivalent chaque année dans le monde, des progrès technologiques, notamment pour les énergies renouvelables ou les batteries, avec une baisse des coûts, une augmentation des capacités installées, donc qui permettent de décarboner la production d'électricité, de décarboner les mobilités. Des options qui sont abordables, avec une forte acceptabilité, l'efficacité énergétique, la maîtrise de la demande. En France, on parle de sobriété, la réduction du gaspillage alimentaire.
des travaux faits dans les villes, par exemple, pour améliorer le confort d'été en les verdissant, un ralentissement dans le monde de la déforestation nette, plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre dans le périmètre de politique publique, des progrès pour planifier l'adaptation, la mettre en œuvre, mais des réponses qui sont souvent fragmentées, ce que nous on appelle incrémentielles, c'est-à-dire quand on est touché par un événement, on se prépare pour le même événement s'il survient à nouveau, mais pas pour les événements qui vont s'intensifier dans un climat qui va continuer à changer. Et un décalage croissant entre l'adaptation qui est mise en place et les besoins, avec aussi des maladaptations, c'est-à-dire des choses qu'on met en place, mais qui ont des effets indésirables, par exemple pour les écosystèmes, ou qui peuvent être socialement injustes aujourd'hui ou dans le temps long, ou qui verrouillent des pratiques et en fait qui bloquent des transformations plus profondes. Des flux financiers qui montent, mais qui sont insuffisants, plutôt orientés vers la baisse des émissions de gaz à effet de serre que vers l'adaptation, et qui ne donnent pas accès aux leviers d'action, notamment à ceux qui sont les plus fragiles. Donc une action qui monte en puissance, mais le rythme et l'ampleur des actions mises en œuvre, mais aussi des engagements actuels des différents gouvernements du monde, sont aujourd'hui insuffisants pour limiter les risques liés au changement climatique. Alors, premier volet, donc, les activités humaines émettent des gaz à effet de serre. Si l'on regarde depuis la révolution industrielle, ici à partir de 1850, ce sont les émissions de gaz à effet de serre dans le monde en milliards de tonnes d'équivalent CO2 par an. Donc vous voyez la montée en puissance des émissions de gaz à effet de serre liées au charbon, au pétrole, au gaz, la production de ciment. Donc le premier facteur, c'est lié aux énergies fossiles, avec un ralentissement du rythme d'augmentation sur la dernière décennie. On a également donc une stabilisation en fait des émissions de CO2 du fait des changements d'utilisation des terres, notamment la déforestation, la destruction de tourbières dans le monde, mais qui se poursuit dans certaines régions. Et puis on a également donc des émissions d'autres gaz à effet de serre, notamment issus des activités agricoles, oxyde nitreux, méthane, qui, pour certains, continuent à augmenter. Donc cette augmentation qui se poursuit, malgré l'action qui a été mise en place dans le monde, c'est aussi la conséquence de tendances non soutenables. L'utilisation d'énergies fossiles, l'utilisation des terres, des modes de consommation, de production, des styles de vie en fait, qui ne sont pas soutenables. Si l'on regarde ces émissions de gaz à effet de serre dans le monde, elles sont marquées par une distribution très inégale. Alors là, en fait, on va regarder le cumul des émissions de CO2 par région du monde, depuis la révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce qu'en fait, c'est de cette manière-là que nos émissions de CO2 agissent sur le climat. C'est le cumul des émissions passées, présentes et futures de CO2, avec cet effet cumulatif, qui seront le facteur dominant du réchauffement à venir. Donc, dans le monde, les régions du monde qui ont le plus contribué historiquement, c'est l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie de l'Est, notamment avec des émissions fortement à la hausse du côté de la Chine. Et vous voyez des contributions qui restent très limitées de nombreuses régions du monde, historiquement, en Afrique ou en Asie du Sud, par exemple. Ensuite, on peut aussi regarder dans les différentes régions du monde la taille de la population et les émissions par personne. Par personne, il y a des régions du monde avec des émissions de gaz à effet de serre qui sont de l'ordre de 20 tonnes par personne et par an, notamment en Amérique du Nord, mais aussi dans certains pays du Proche-Orient, voire davantage. Donc, si on regarde du côté de l'Europe, on est à des émissions par personne de CO2 de CO2 équivalent, qui sont autour d'une dizaine de tonnes équivalent par personne et par an. C'est au-dessus de la moyenne planétaire. Et on a des régions du monde où les émissions par personne de gaz à effet de serre restent très faibles, notamment du côté de l'Afrique ou de l'Asie du Sud. Donc on a une distribution inégale, donc des responsabilités inégales, des capacités à agir inégales entre les pays au cours du temps, mais aussi à l'intérieur de chaque pays. Et dans le monde, 10% des ménages à l'empreinte carbone la plus élevée représentent environ 40% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. 2/3 de ces personnes sont dans les pays développés. Donc c'est là, bien sûr, qu'il y a une capacité à agir pour réduire ces émissions bien plus grande. Et la moitié des personnes dans le monde, souvent qui vivent dans des contextes hautement vulnérables, avec un manque d'accès à des services de base pour l'énergie, pour l'éducation, la santé ou l'eau,
ne représentent qu'environ 15% des émissions de gaz à effet de serre. Et nos rapports montrent clairement que donner accès à une énergie moderne et propre dans les régions du monde où elle manque n'aurait quasiment pas d'effet sur les émissions mondiales de gaz à effet de serre. L'enjeu, c'est bien sûr de les réduire là où on a les capacités à agir, là où on a aussi les émissions par personne les plus élevées. Donc nos rejets continuent à augmenter, la concentration des gaz à effet de serre continue à augmenter dans l'atmosphère. Donc ici, elle est montrée depuis 1850 jusqu'à aujourd'hui. Pour le dioxyde de carbone, le méthane, l'oxyde nitreux, les niveaux actuels sont une rupture complète par rapport aux enregistrements issus des glaces de l'Antarctique, dont on dispose aujourd'hui sur 800 000 ans. Et je veux rendre hommage à un grand scientifique français dont on a appris le décès la semaine dernière, Claude Lorius, qui a été un des pionniers de cette science des carottes de glace et qui a pris parmi les premiers la mesure de l'ampleur de la perturbation que l'on faisait en comparant cette augmentation récente aux variations glaciaires interglaciaires de la composition atmosphérique sur 100 000 ans, puis 400 000 ans, et maintenant on a 800 000 ans d'enregistrement. Et en fait, en regardant cette fois pas seulement dans les glaces, mais les sédiments marins, on se rend compte que pour le niveau de CO2 dans l'atmosphère, pour trouver un moment à l'échelle géologique où il y en avait autant, il faut remonter quasiment 3 millions d'années en arrière. Donc c'est surtout la vitesse de l'injection dans l'atmosphère qui est spectaculaire. Alors la taille de ces différents graphes est calée pour montrer le poids de chacun de ces gaz à effet de serre dans le réchauffement actuel. Donc premier facteur, dioxyde de carbone, dont une partie de nos émissions chaque année est reprise par l'océan qui s'acidifie, et une partie est reprise par la végétation et les sols. Donc là, c'est la réponse naturelle des puits de carbone qui nous aide en fait, qui amortit l'effet de nos émissions sur la composition atmosphérique. Mais ces puits de carbone sont aussi sensibles au climat, et en cas de fort réchauffement, leur efficacité va diminuer. Donc si l'on regarde le réchauffement observé à la surface de la Terre, donc toujours par rapport à la période ici 1850-1900 qu'on prend comme référence, donc on a ce réchauffement qui est observé, qui se poursuit depuis les années 70 au rythme de 0,2-0,3 degrés de plus par 10 ans, et qui atteint sur la période la plus récente, on a réactualisé notre estimation, 1,15 degrés sur la dernière décennie qui s'arrête en 2022. Donc ce réchauffement observé, c'est une rupture sur les derniers 2000 ans, où on a des reconstitutions précises de la variabilité naturelle passée du climat. Et on est même en train de sortir de la plage de la période la plus douce, de la période depuis la fin de la dernière glaciation, il y a environ 6000 ans. Donc ce réchauffement qui est observé, quels sont les facteurs qui le déterminent? Pour le faire, on a deux méthodes qui convergent. Une première méthode qui consiste à comprendre comment différents facteurs affectent le bilan d'énergie de la Terre et puis la réponse du climat. Et une deuxième méthode qui utilise une représentation numérique du climat de la Terre, ce qu'on appelle des modèles de climat, où on va rejouer l'histoire du climat depuis la période pré-industrielle, en ne tenant compte que des facteurs naturels, en ne tenant compte que de l'influence humaine des deux, ce qui permet, dans un système complexe qui réagit aux perturbations par des mécanismes amplificateurs et stabilisateurs, de comprendre les causes et les conséquences. Et le constat, il est très net. Si l'on tient compte de la variabilité spontanée du climat, les échanges entre l'océan et l'atmosphère, bien sûr, ça va jouer d'une année à l'autre, même sur plusieurs décennies à l'échelle régionale, mais ça n'explique en rien l'accumulation de chaleur dans le système climatique, pas uniquement le réchauffement de l'air, mais aussi de l'océan, les changements des zones enneigées et englacées, les modifications du vivant de la biosphère. Si on examine le rôle des petites variations de l'activité du Soleil, et puis de temps en temps l'effet parasol des particules émises par les grosses éruptions volcaniques, bien sûr, ça va moduler cette tendance au réchauffement, mais ça n'explique en rien l'accumulation de chaleur. Quand on tient compte des différents facteurs par lesquels nos activités affectent le climat, le rejet de gaz à effet de serre qui va empêcher une partie de la chaleur de la Terre de partir vers l'espace, mais aussi les particules de pollution qui ont un effet, pour faire simple, parasol, les modifications de la manière dont on utilise les terres. Notre meilleure estimation, c'est que l'effet de l'influence humaine sur le réchauffement sur la dernière décennie est égal au réchauffement observé. Et j'entends souvent des personnes me dire « Oui, je comprends que l'influence humaine joue. Peut-être elle joue à hauteur de 20%,
peut-être à hauteur de la moitié de ce qui est observé. Non, en fait, les éléments scientifiques, ils sont très clairs. Et il n'y a aucun facteur naturel qui puisse expliquer l'accumulation de chaleur. Et ce résultat, la compréhension du rôle de l'influence humaine sur le climat, elle a émergé depuis les années 1970, elle s'est affinée au cours du temps, et elle a valu aux scientifiques qui ont construit ces méthodes et les premiers modèles de climat, le prix Nobel de physique en 2021. Donc, sur l'influence humaine totale, donc elle est dominée bien sûr par l'effet réchauffant des gaz à effet de serre, premier, dioxyde de carbone, deuxième, méthane, et elle est en partie masquée par l'effet parasol des particules de pollution qu'on émet en même temps qu'on brûle des gaz à effet de serre. Alors, quelle est la différence ? Ces particules de pollution, elles restent concentrées près des grandes villes, des centres industriels. Dès qu'il pleut, elles retombent. Donc, elles ont une courte durée de vie. Alors que les gaz à effet de serre, comme le méthane, sont bien mélangés, en 10 jours dans l'hémisphère nord, en 6 mois de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud. Le méthane, il a une durée de vie d'environ 10 ans. Par contre, le dioxyde de carbone, les puits naturels, ils en absorbent la moitié chaque année, et le reste, en fait, va mettre des siècles, des millénaires, en fait, à être éliminé par des processus beaucoup plus lents, avec plusieurs échelles de temps, et donc c'est pour ça qu'il a cet effet cumulatif sur le climat. Enfin, on comprend aussi de mieux en mieux la manière dont l'influence humaine sur le climat, ce ne sont pas que des tendances graduelles à grande échelle, mais cela dope un certain nombre d'événements extrêmes. Donc ça, c'est une représentation simplifiée du monde. Nous, on est ici en Europe de l'Ouest, là c'est le tour de la Méditerranée, un hexagone, une grande région, les Caraïbes ici. Donc chaque hexagone qui apparaît en rouge, c'est là où on observe une intensification des extrêmes chauds, notamment les vagues de chaleur. Et plus il y a de petits pointillés, plus notre degré de confiance est élevé sur le fait que c'est l'influence humaine sur le climat qui rend plus probable, donc plus fréquent, et plus intense ces extrêmes chauds. Donc c'est généralisé. 45 degrés dans le sud de la France en juin 2019, plus de 40 degrés à Londres l'été dernier, 45 degrés au nord du Canada. Des événements de ce type-là auraient une probabilité infime de se produire dans un climat pré-industriel non perturbé par nos activités. Donc on a également une baisse des extrêmes froids en contrepartie. On a une augmentation des pluies extrêmes parce que par degré en plus, l'atmosphère elle peut contenir 7% de vapeur d'eau en plus. Si on regarde le sud de la France, c'est 20% de plus sur les records de pluie. Vous savez, les épisodes Cévenol à l'automne qui sont observés depuis les années 1960. Donc, un nouveau type en fait, d'événements de pluie intense et ruissellement rapide qui est amplifié par l'urbanisation, l'imperméabilisation des sols. L'urbanisation aussi dans les centres-villes, vous savez, par les effets d'îlots de chaleur, elle exacerbe les extrêmes chauds, notamment la nuit. Et puis un climat plus chaud, c'est aussi un climat où l'atmosphère entraîne plus d'évaporation, elle vide plus rapidement les sols de leur humidité, et donc ça augmente aussi la fréquence et l'intensité des sécheresses agricoles, donc qui concernent l'humidité des sols, avec certaines régions qui ressortent nettement, du côté de la Californie, beaucoup de régions en Afrique, le tour de la Méditerranée, mais aussi l'Europe de l'Ouest, qui est une des régions affectées. Plus le climat se réchauffe, plus on a des événements chauds, secs, venteux, propices aux incendies. C'est pas ça qui déclenche l'incendie, mais ça rend, en cas de déclenchement, par inadvertance, criminelle ou foudre, ça rend en fait une intensité plus forte, une saison plus longue ou des nouvelles régions concernées par le risque d'incendie de forêt. Donc là, ce que je vous décrivais, c'est dans un climat qui change, on a des facteurs climatiques, des tendances, des événements, des extrêmes qui changent, dont on sait qu'ils ont des impacts. Donc dans ce cas-là, on les appelle des aléas. Ça va interagir avec les vulnérabilités, avec l'exposition, avec nos réponses pour affecter les impacts qui sont observés. Et quand on regarde les vulnérabilités, ce graphique il montre la question vraiment importante de justice liée aux questions climat. Pourquoi ? Donc, un rond, c'est un pays du monde. Pour chaque pays du monde, on regarde les émissions de CO2 par personne en 2019 dans ce pays. Donc là, c'est le Qatar, par exemple. Là, c'est beaucoup de pays développés, pays européens. Et vous voyez que dans de très nombreuses régions du monde, on a des émissions de gaz à effet de serre par personne très faibles, ce que j'expliquais tout à l'heure. Et l'axe vertical, c'est un indice de vulnérabilité aux aléas naturels par personne, par pays. Donc vous voyez qu'en fait, on a quasiment la moitié de la population mondiale qui vit dans des contextes de vulnérabilité très haute,
Donc des personnes souvent qui ont des moyens de subsistance, petites exploitations agricoles familiales, communautés de pêcheurs, très sensibles en fait par rapport aux conséquences d'un climat qui se réchauffe, avec déjà la moitié de la population mondiale, notamment dans les régions semi-arides, qui fait face plusieurs mois par an à des situations de graves pénuries d'eau. Donc, les aléas qui changent interagissent avec ces vulnérabilités pour les personnes, mais aussi pour les écosystèmes, et entraînent une généralisation d'impacts graves et de pertes et de dommages attribués au changement climatique. Donc, une accentuation de situations de pénurie d'eau dans de nombreuses régions, des effets négatifs sur les rendements de cultures, notamment de céréales, des effets sur la santé, la productivité des animaux d'élevage. Par exemple, la production de lait est contrainte quand on a des températures élevées par la réponse en fait, physiologique des vaches. On a également des effets négatifs sur le rendement de l'aquaculture, de pêcherie, notamment dans les régions tropicales. On a en fait, lors de la chaleur extrême, des effets directs sur la santé, morbidité, mortalité liée à la chaleur. Beaucoup de personnes, notamment avec une augmentation des inondations nourries par des pluies plus intenses, sont forcées de se déplacer et cela affecte leur santé mentale. Ces conditions d'inondation peuvent aussi être favorables à des situations de maladies infectieuses, provoquent des dommages pour les infrastructures. On observe aussi une augmentation de la proportion des cyclones tropicaux les plus intenses. Et après ce type d'événement, donc une intensité très forte des vents, des pluies très intenses, les dommages sont tels pour les infrastructures qu'ils affectent le développement économique plusieurs années par la suite. Et enfin, les changements sont généralisés pour les écosystèmes et la biodiversité. La moitié des espèces étudiées se déplacent. On a des changements dans la phénologie, vous le savez, la végétation qui démarre plus tôt, qui est davantage exposée, par exemple, au gel tardif. On a également des changements des aires de répartition de ces écosystèmes, de leur structure, des mortalités de masse, les coraux tropicaux, les gorgones en Méditerranée avec les vagues de chaleur marine, mais aussi des mortalités d'arbres avec des conditions chaudes et sèches qui, en fait, entravent le fonctionnement hydrologique des arbres et parfois conduisent aussi à des dépérissements de forêts. Et donc ça affecte bien sûr les sociétés qui dépendent de ces écosystèmes. C'est un point qui ressort très clairement dans les récents rapports du GIEC, la manière dont on dépend, nous, de la santé des écosystèmes, de leurs fonctions et de leurs services. Donc ces impacts sont dus au changement de multiples caractéristiques physiques, les extrêmes chauds, l'acidification de surface de l'océan, la montée du niveau des mers qui est un résultat du réchauffement de l'océan, de la fonte des glaces continentales et qui a accéléré, le recul généralisé des glaciers qui affecte les risques locaux et les ressources en eau, les inondations aussi composites quand la mer a monté. La même tempête, elle va donner lieu à un niveau marin extrême et des pluies intenses à terre, donc des inondations composites qui sont compliquées à gérer pour les villes du littoral. Et puis les autres aspects dont j'ai parlé tout à l'heure. Et la chose importante, c'est que ces caractéristiques qui sont observées, attribuées à l'influence humaine sur le climat, elles s'intensifient en fait pour chaque incrément de réchauffement de plus. Et donc elles vont affecter aussi, bien sûr, les risques d'impact qui sont déjà là. Et donc sur cette partie du constat de la situation actuelle, je termine avec cette représentation qui vous montre le réchauffement observé. Donc c'est une année, une barre, donc sur les 1,1 degré, 1,15 degrés observés jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, là, c'est une représentation des futurs possibles, en regardant 5 scénarios d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde très contrastés pour l'avenir, des scénarios d'émissions élevées ou très élevées, donc recours massif aux énergies fossiles, notamment au charbon. La bonne nouvelle, c'est que ces scénarios de très fortes émissions sont aujourd'hui moins plausibles. Moins plausible du fait des politiques publiques qui sont en place, moins plausible aussi parce que la production, par exemple, d'électricité renouvelable devient compétitive par rapport à la production d'électricité à partir de fossiles. Donc on ne peut pas les exclure, mais ils sont moins plausibles. Le scénario intermédiaire, il ressemble aux politiques publiques qui sont actuellement mises en place dans le monde. Si on les prolonge, s'il n'y a pas un rehaussement de l'ambition à agir partout dans le monde. Et dans ce cas-là, le niveau de réchauffement planétaire atteindrait et dépasserait 1,5 degré dans le début des années 2030, dépasserait environ 2 degrés autour des années 2050 et serait autour de 3 degrés en fin de siècle. Ça, c'est notre meilleure estimation. Alors, juste pour fixer les idées, 2 degrés en 2050 au niveau planétaire,
Ça veut dire 3 degrés de plus en France. Le réchauffement est amplifié en France par rapport à la moyenne planétaire. Ça veut dire que l'année 2022, qui est l'année la plus chaude enregistrée à ce jour, ce serait autour de 2050-2060, l'année moyenne. Donc je vous laisse imaginer les records de la période 2050-2060 pour essayer de montrer en fait comment traduire localement ce que veut dire un certain niveau de réchauffement planétaire. Et enfin, si on a des émissions de gaz à effet de serre qui baissent, ou qui baissent très fortement dans le monde, dans ce cas-là, sur une vingtaine d'années, on peut voir un effet discernable et une stabilisation du rythme de réchauffement, avec des bénéfices d'ailleurs plus rapides sur la composition atmosphérique et la qualité de l'air. Et donc on a représenté différentes générations par rapport à cette évolution observée et future du climat. Les conditions à venir, ça va être les conditions dans lesquelles les générations adultes aujourd'hui vont vieillir, et ça va être les conditions tout au long de la vie des plus jeunes, des générations actuelles. Et cette représentation à l'échelle humaine, elle donne tout le sens à la responsabilité que l'on a nous maintenant et la capacité à agir pour assurer en fait un monde vivable en limitant les risques climatiques pour les plus jeunes. Et l'un d'entre vous m'a fait part de la naissance d'un petit Gaston ce matin. Je pense que c'est important de penser à tous les enfants qui naissent aujourd'hui et de ce que cela nous motive à faire pour justement leur construire un monde vivable dans les décennies qui viennent. Donc, je vous propose de faire un temps d'échange sur cette situation actuelle avant de voyager davantage dans les futurs possibles. Alors, merci beaucoup pour ce constat frappant, quand même. Je ne sais pas ce que ça donne quand on est scientifique et qu'on passe sa journée dans les chiffres. On est en 2050 en fait. Moi, je vis en 2050. D'accord. J'espère qu'il y fait beau. Est-ce que déjà il y a des questions sur cette thématique, sur la thématique du constat? Alors c'est peut-être la partie sur laquelle on est tous le plus à l'aise. Oui, j'arrive. Merci. Je me présente, je sais pas, je dois ou... Ok, bon, Jean-Christophe Griveaux. En fait, je travaille pas très loin au KIT à Karlsruhe. J'appartiens à la Commission européenne au directorat nucléaire. Bon, c'est autre chose. Mais bon, on est un petit peu aussi en corrélation avec ça pour d'autres choses. J'avais juste une question sur le climat et sur l'aspect anthropocène. Et typiquement l'histoire du méthane, contribution de méthane depuis 10 000 ans, on va dire. Parce que ce sont des théories qui sont ressorties récemment, sur le fait que le couplage, par exemple, donc de l'activité humaine depuis 5 à 6 000 ans, depuis l'invention de l'agriculture, donc qui pourrait renforcer justement l'idée qu'effectivement c'est bien un forçage de l'activité humaine. Donc par exemple, maximum médiéval et corrélé au progrès des populations, surtout en Europe et je crois en Amérique, en Asie, et la partie aussi, la petite période glaciaire après la Grande Peste. Est-ce que ce sont des théories qui sont utilisées un petit peu pour corréler les modèles à plus longue période, sur, on va dire, 3-4 000 ans, ou pas? Et la deuxième, ça sera peut-être après, ça sera sur limite to growth, mais bon, on verra. C'est sûr, pardon? La limite halte à la croissance. Okay. Et la corrélation avec la pollution et le climat, les boucles de rétroaction. Merci. Merci. Donc, en fait, vous faites référence aux théories qui ont été construites par un scientifique américain qui s'appelle Bill Rudiman, et lui qui a fait l'hypothèse que les changements d'utilisation des terres depuis plusieurs milliers d'années pouvaient avoir déjà affecté légèrement la composition atmosphérique. Donc là, ça a fait l'objet de beaucoup de travaux qui, en fait, réfutent en partie cette proposition, notamment sur le fait que ça aurait pu avoir un effet sur le climat à échelle planétaire. Donc c'est quelque chose qui n'est aujourd'hui pas établi. Ensuite, donc, quand on regarde depuis à peu près 10 000 ans l'évolution du climat à l'échelle planétaire, c'est essentiellement dominé par les variations de la trajectoire de la Terre autour du Soleil, le moteur des grandes glaciations, et les réponses régionales contrastées, ce qui est très différent de l'effet des gaz à effet de serre qui entraîne un signal cohérent à grande échelle. Et d'ailleurs, le réchauffement récent, en fait, il fait suite à une tendance sur plusieurs milliers d'années au refroidissement,
qui a culminé vers justement la période 1750-1850. Et ce réchauffement est une rupture par rapport à l'histoire en fait, des variations naturelles du climat. Et l'autre point auquel vous faisiez référence, c'était la relation, par exemple, émissions de gaz à effet de serre croissance, je pense, ou dans l'autre sens, qu'est-ce qui permettrait de fortement réduire les émissions de gaz à effet de serre? C'était pas ça? Donc pour l'instant, on est plutôt en termes de l'influence humaine sur le climat, on est sur plutôt quelque chose sur la perturbation radiative qui augmente relativement régulièrement, et la réponse du climat, elle est relativement proportionnelle à cette perturbation du bilan d'énergie de la Terre. Ce n'est pas quelque chose qui est exponentiel, c'est quelque chose qui est régulier. Le seul point sur lequel on observe une accélération, c'est le rythme de montée du niveau de la mer, et puis localement l'intensification des extrêmes. Après, donc, sur le méthane, donc, il est certain que le niveau de méthane qui augmente, notamment depuis la révolution industrielle, 2,5 fois de plus que toutes les périodes interglaciaires des derniers 800 000 ans, c'est la conséquence des activités humaines. L'augmentation du méthane, elle est notamment tirée à la hausse par les émissions liées aux fuites dans les mines de charbon, sur l'exploitation, la distribution du pétrole et du gaz, et aussi par l'augmentation de l'élevage de ruminants dans le monde. Mais il y a aussi une contribution de zones humides qui émettent plus ou moins de méthane en fonction des conditions d'humidité locales. Pour l'instant, ce sont vraiment les activités humaines qui dominent. Et le méthane, il a un effet direct de gaz à effet de serre puissant. Il a aussi un effet indirect de précurseur de la formation d'ozone en surface, qui est un gaz à effet de serre et un polluant, qui affecte la santé respiratoire et la croissance des plantes. Et c'est en tenant compte de cet effet indirect qu'on a revu à la hausse en fait, le poids du méthane sur le réchauffement à ce jour. Il est beaucoup plus puissant que le CO2, même dans sa vie plus courte. Il est beaucoup plus polluant. Et les dégâts du méthane sont quand même 30 fois plus supérieurs au CO2 sur une période beaucoup plus courte. Oui, en fait, on peut comparer l'effet de différents gaz à effet de serre qui ont tous des propriétés radiatives différentes. On peut les comparer, on a des métriques pour le faire. On peut le regarder sur 20 ans, par exemple, ou bien sur 100 ans. Plus on regarde sur le temps long, plus ce sont les gaz à longue durée de vie dans l'atmosphère qui dominent. Mais sur le temps court, bien sûr, si l'on réduit par exemple massivement les émissions de méthane, ce n'est pas la trajectoire récente, en fait ça pourrait permettre assez rapidement d'effacer de l'ordre d'un dixième, peut-être 2 dixièmes de réchauffement, mais à l'échelle d'une ou quelques décennies. Alors par contre, il y a une chose importante à expliquer, mais je vais revenir dessus par la suite. Donc, dans les trajectoires qui permettent de limiter le réchauffement, la condition clé, la première, c'est diminuer les émissions de CO2 et avoir des émissions dues aux activités humaines de CO2 égales à 0 net. Parce que comme ça, le cumul arrête d'augmenter et on aurait vraiment une possibilité de limiter le réchauffement. Pour le méthane, qui est un gaz à courte durée de vie, il s'agit simplement de réduire les émissions, mais pas d'atteindre des émissions qui soient égales à 0. Donc on est sur aussi des conditions géophysiques en fait, pour stabiliser le réchauffement, qui sont différentes en fonction de la durée de vie des gaz. Tout à fait, ce n'est pas la vie humaine qui compte, c'est à la fois les systèmes de production énergétique, agricole, la gestion des déchets, qui sont les sources liées aux activités humaines qui pèsent, qui modifient la composition atmosphérique. Tout à fait. Je prends une dernière question sur ce thème. Bonsoir. Si j'ai bien compris, il y a eu en fait une accélération de quelque part de vos prévisions ces dernières années, puisque ce qui était à l'horizon 2050, il y a encore 5-6 ans, c'est un réchauffement qui maintenant est à l'horizon 2030. Alors, sur le fait d'atteindre par exemple 1,5 degré de réchauffement, dans le rapport de 2018, on extrapolait simplement les tendances récentes, ce qui n'est pas hyper satisfaisant, et on disait ce serait atteint avec cette méthode-là sur une plage allant de 2030 à 2050. Et dans le rapport sur 1,5 degré, quand on regardait le travail fait sur des scénarios et des projections, on était plutôt autour de 2030-2040. Et donc cet aspect-là, on l'a affiné plus récemment, en s'appuyant sur des simulations à partir de l'état actuel du climat, sur le fait de contraindre les projections en utilisant les observations pour réduire la plage d'incertitude, et un ensemble de scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, de particules, de changement d'utilisation des terres. Et avec l'ensemble de ces méthodes, on arrive plutôt sur la période 2030-2035. Merci pour cette réponse. Mais ma question, c'était, est-ce que cette projection, comme vous le dites, qui est affinée par des calculs et des méthodes plus précises, est-ce qu'elle risque de changer encore et que dans 3 ou 4 ans, vous disiez, non, finalement, l'échéance est encore plus proche ?
Je ne le pense pas, parce qu'en fait, la communauté scientifique, l'exercice de modélisation du climat, elle le réactualise à peu près tous les 10 ans, notamment en amont de la rédaction de rapports du GIEC. C'est vraiment le travail de la communauté scientifique qui produit ces nouvelles connaissances avec les méthodes les plus avancées aujourd'hui. Et ce qu'on a fait notamment dans le rapport sur la partie physique du climat, on a pris l'ensemble des résultats des modèles de climat, et ensuite, c'est quelque chose qui est nouveau, on les a contraints. On les a contraints par rapport à notre meilleure évaluation de la réponse du climat aux perturbations. Et pour ça, on tient compte des climats passés, des observations récentes et de chaque boucle de rétroaction. Donc on utilise en fait toutes les sources de connaissances disponibles aujourd'hui. Et ça nous permet de réduire quasiment d'un facteur 2 l'incertitude sur la réponse du climat pour un scénario d'émissions de gaz à effet de serre donné. Et de la même manière, les milliers de trajectoires socio-économiques qui sont publiées dans le monde, qui passent ensuite un certain nombre de tests pour être retenus, ce travail-là, il ne va pas être réactualisé en quelques années. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Je déclinerai par la suite, en fait. On va pouvoir passer à la suite, je pense. Ok. Donc on va voyager un peu dans le temps, dans les futurs possibles, et pas simplement sur l'état du climat, mais aussi sur ses implications. Alors, pour ce qui compte. Apparemment, il y a quand même une ultime question. Ah, pardon. Une ultime question très courte. J'étais partie. Très, très concise. Merci beaucoup, excusez-moi. Il y a 3 ans, le monde s'est arrêté pendant plusieurs mois. Est-ce que vous en avez vu les conséquences ? Donc, le monde, il ne s'est pas complètement arrêté. On était coincés chez nous, mais les systèmes de production énergétique continuaient. Donc, ce qui a ralenti, c'est les transports terrestres, les transports aériens, et puis certaines activités industrielles. Mais le reste, le système alimentaire, tout le reste a continué à fonctionner. Donc, ce qu'on a vu, c'était une baisse temporaire importante des émissions mondiales de CO2, de l'ordre de 5%, puis après, un rebond. Donc, l'image que je vais prendre pour comprendre comment ça affecte la composition atmosphérique, c'est une sorte de baignoire. L'atmosphère, c'est la baignoire. Elle se vide par l'absorption par l'océan, 1/4, la végétation, les sols, 30% de ce qu'on met, et elle se remplit par tout ce qu'on émet, nous, dans l'atmosphère. Donc vous imaginez cette baignoire, on a le robinet grand ouvert, le niveau monte, c'est le niveau dans l'atmosphère. Pendant l'année des confinements, on réduit un peu le rythme du robinet, puis on le remet. Le niveau dans la baignoire, il continue à monter. Si on veut que le niveau se stabilise, il faut baisser le robinet, baisser le robinet, baisser le robinet. Et puis c'est comme ça que graduellement, ça montera de moins en moins vite et ça va se stabiliser. Alors ce qu'on a vu aussi pendant les confinements, c'est dans certaines régions une amélioration rapide, spectaculaire de la qualité de l'air. Mais c'est éphémère. Parce qu'à partir du moment où on a de nouveau l'activité industrielle qui reprend, les transports, on réémet les particules de pollution. Mais j'ai des collègues dans beaucoup de régions du monde, notamment du côté de l'Inde, qui pour la première fois de leur vie ont vu ce que c'était un progrès de qualité de l'air et comprennent ce qu'on peut gagner, non pas par la privation de liberté, mais par des transformations qu'on construit, qu'on porte, pour justement à la fois baisser les émissions de CO2 et de polluants, et améliorer à la fois la qualité de l'air et contribuer à stabiliser le réchauffement. Et ça, c'est une motivation très forte. Et si on regarde par exemple l'action pour le climat de la Chine, une des premières motivations, c'était améliorer la qualité de l'air, qui était irrespirable dans un certain nombre de centres urbains. Donc, en fait, les deux actions peuvent être menées de concert à condition de bien y réfléchir. Parfois, on a eu des actions pour améliorer la qualité de l'air où on émet toujours autant de CO2, mais moins de particules. Et donc, dans ce cas-là, on perd l'effet refroidissant des particules. On émet toujours autant de CO2, donc là, ça joue dans les deux sens, vers le réchauffement. Donc, bénéfique pour la santé, mais pas bon pour le climat. Alors qu'en fait, on peut avoir des actions qui jouent dans les deux tableaux à condition de bien l'intégrer. Donc l'exemple en ce moment, c'est le transport maritime, où en fait, ils enlèvent le soufre dans les carburants, donc moins de particules, mieux pour les ports, là où les bateaux sont garés, mais par contre, toujours autant de CO2. Donc là, on voit bien que ça ne va pas dans les deux tableaux suffisamment vite. Bon, alors on passe au futur possible. Donc tout à l'heure, je vous ai montré différents scénarios, des petites barres qui montrent le niveau de réchauffement planétaire. Donc ça, c'est la version résultat sur l'évolution de la température à la surface de la Terre. Donc là, c'est le scénario intermédiaire que je décrivais tout à l'heure. Donc un niveau de réchauffement qui se poursuit tout au long de ce siècle, avec des émissions notamment de CO2 qui stagnent quelques décennies proches du niveau actuel, avant de baisser lentement. En bas, vous avez les scénarios qui permettent de stabiliser le réchauffement. Donc par exemple, sous 2 degrés ou après un léger dépassement proche de 1,5 degré. Et stabiliser le réchauffement dans quelques décennies, ça n'est possible qu'avec une baisse forte ou très forte des émissions de CO2
et le climat se stabilise quand on atteint des émissions égales à 0 net de CO2. Et si on veut revenir en arrière après un léger dépassement, il faut être capable d'éliminer du CO2 de l'atmosphère au lieu d'en émettre et le stocker de manière durable, ce qui pose des questions de faisabilité, de coût, de méthode, par rapport au fait de parvenir à faire ce type d'effort en quelques décennies. Alors ce que je voulais donc souligner, qu'est-ce que ça veut dire un monde qui va vers 1,5 degré de réchauffement ? Ça veut dire que dans les années à venir, notamment s'il y a un très gros événement El Niño, la possibilité d'atteindre un niveau de 1,3, 1,4, 1,5 degré va augmenter, avec la tendance graduelle, modulée par la variabilité naturelle du climat. Et autour des années 2030, on estime que la probabilité pour chaque année donnée serait de l'ordre de 40 à 60%, donc une chance sur 2 d'être au-dessus d'1,5 degré. Et c'est comme ça qu'on saura qu'on aura atteint ce niveau-là de réchauffement. Donc, ce que je voulais mentionner, c'est bien sûr, là, ce sont des tendances graduelles. Localement, à court terme, c'est aussi modulé par la variabilité naturelle du climat. C'est important d'en tenir compte pour les stratégies d'adaptation. Si on a, par exemple, une ou plusieurs grosses éruptions volcaniques, ça va faire de manière temporaire des petits coups de froid. Donc, c'est important aussi de s'y préparer. C'est quelque chose que j'avais souligné sur, par exemple, la stratégie pour le mix électrique français vers la neutralité carbone, où la réflexion était de dire, bon, la demande de chauffage va un peu baisser, la demande de refroidissement en été va un petit peu augmenter. Donc c'était très centré sur ces projections climatiques, mais intégrer aussi la variabilité naturelle, y compris l'occurrence d'éruptions volcaniques, c'est important pour que nos systèmes énergétiques y soient résilients, tenant compte aussi de cette variabilité naturelle. Alors, on va passer sur ce que ça veut dire, quelques incréments de réchauffement en plus. Donc, qu'est-ce que c'est un monde à 1,5 degré, 2 degrés, 3 degrés ou 4 degrés plus chaud ? Donc, 4 degrés, on ne peut pas l'exclure. Si, par exemple, la réponse du climat est vraiment dans la fourchette la plus haute de ce qu'on peut évaluer, même sur un scénario intermédiaire. Alors, je précise qu'en fait, un niveau de réchauffement de plus de 2,5 degrés n'a pas été rencontré au cours des derniers millions d'années. Donc, on est vraiment sur des conditions inédites, pas simplement par la température moyenne, mais la vitesse à laquelle ces changements se produisent. Et c'est ça qui est vraiment un facteur de stress, notamment pour les écosystèmes, les animaux, les plantes, dont les capacités d'adaptation ont été façonnées par les variations lentes, glaciaires, interglaciaires du passé, pas des variations aussi rapides que celles-là. Donc pour chaque incrément de plus, eh bien, c'est une augmentation des extrêmes chauds, notamment de la température du jour le plus chaud. Donc ce n'est pas la température en moyenne annuelle, c'est vraiment celle des jours les plus chauds. Et vous voyez qu'une des régions où ça augmente le plus, c'est tout autour de la Méditerranée, avec des conditions à la fois plus chaudes et plus sèches, qui favorisent la surchauffe, parce qu'on n'a pas l'évaporation qui limite le réchauffement de surface. Si on regarde l'humidité en moyenne annuelle des sols, donc ça reflète les changements de pluviométrie et aussi les changements d'évaporation. Donc là, ce n'est pas les extrêmes, c'est vraiment la moyenne annuelle de l'humidité des sols. Toutes les régions qui apparaissent en brun, ce sont des régions où on s'attend à une baisse de l'humidité moyenne des sols, donc une forme d'aridification. Et donc c'est le cas pour l'Amazonie, le sud de l'Afrique, le pourtour méditerranéen, l'Europe de l'Ouest, l'Amérique latine, certaines grandes plaines américaines, etc. Donc un climat qui se réchauffe, pour chaque incrément de plus, c'est un stress thermique plus important, c'est une baisse en moyenne d'humidité des sols dans ces régions, et même dans les régions qui s'assèchent, c'est une augmentation des précipitations plus intenses. Donc là, on regarde les changements sur la quantité de pluie pour le jour de pluie les plus abondantes chaque année, et c'est marqué par une intensification. Donc, un des messages vraiment importants qui sort de l'état actuel des connaissances, c'est se préparer à un cycle de l'eau qui s'intensifie, en fait, et qui devient aussi plus variable, avec plus d'événements et de saisons, très humides et très secs. Donc, un vrai défi sur la gestion de l'eau dans beaucoup de régions du monde. Si l'on regarde les limites aussi physiologiques pour la santé humaine, pour le travail physique en extérieur, nos organismes, en fait, ont des limites en termes de seuil de chaleur et d'humidité qui rendent une activité physique en extérieur impossible. Donc aujourd'hui, en fait, c'est atteint plusieurs jours par an, notamment dans les régions tropicales, vous le voyez ici. Donc le nombre de jours par an où ces seuils de chaleur dangereux seront atteints va augmenter pour chaque demi-degré de réchauffement supplémentaire, et tout particulièrement dans les régions tropicales.
Donc là, les enjeux, c'est la capacité de travail physique en extérieur, les revenus de ceux qui sont salariés ou qui travaillent dans le monde agricole, qui travaillent dans le bâtiment, quand les conditions de température, d'humidité ne permettent pas d'avoir une telle activité physique. Et si on regarde les risques en termes de santé liés à la chaleur, dans le monde, les risques en fait sont déjà là, modérés, augmentent avec chaque incrément de réchauffement en plus, y compris à nos latitudes. On l'a vu en 2003, on l'a revu l'été dernier avec une surmortalité importante en France avec la série de vagues de chaleur. Les risques en fait pour la santé liés à la chaleur extrême ne dépendent pas que du niveau de réchauffement planétaire, mais aussi dépendent des réponses d'adaptation. Donc assurer le confort thermique dans les villes, notamment par le verdissement des villes, l'effet d'îlot de fraîcheur, assurer des systèmes de santé qui puissent répondre aux besoins lors des périodes, par exemple, de pics de canicule. Donc, on voit en fait que les réponses en termes d'adaptation par les systèmes de santé, la planification de l'adaptation, peuvent permettre de limiter les risques à un niveau modéré, mais cela va dépendre de l'intégration, de la mise en œuvre de ces réponses. Si l'on regarde le vivant non humain, là c'est un exemple d'une étude quantifiée sur le pourcentage d'espèces animales, donc des oiseaux, des mammifères, des reptiles, des poissons, des organismes marins et des herbiers marins, donc, qui seront exposés à des conditions de température potentiellement dangereuses, donc avec un risque de perte d'espèces. Donc, ce n'est pas le seul facteur climatique qui affecte le vivant, il y en a d'autres, l'eau, ce qui se passe du côté des zones enneigées, englacées, ça n'est pas pris en compte. Et enfin, cela fait l'hypothèse que les espèces restent au même endroit. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, la moitié des espèces étudiées sur Terre comme en mer se déplacent pour essayer de conserver leurs aires adéquates climatiques. Donc, si l'on regarde ces conséquences-là, ce que vous voyez, c'est une augmentation des risques liés à une température élevée, d'abord dans les régions tropicales, par exemple pour les coraux, mais aussi dans les régions continentales, qui augmentent fortement et ensuite qui se déplacent vers d'autres bandes de latitude. Donc, les enjeux, en fait, c'est un risque de perte de diversité biologique, et notamment dans les régions tropicales, avec des enjeux considérables pour enlever les autres facteurs de stress. Et quand on regarde la manière dont nos activités affectent le vivant, les écosystèmes, la biodiversité, ce qui compte le plus, c'est la destruction des habitats, les sources de pollution locale. Le changement climatique, c'est un de ces facteurs-là, ça monte. Et donc les enjeux, c'est aussi de réduire les autres facteurs de stress avec les questions de conservation, de protection, de restauration d'écosystèmes, mais aussi de corridors pour permettre aux espèces de se déplacer dans les meilleures conditions possibles. Et si l'on prend un focus ici sur les écosystèmes terrestres, ce que l'on voit, c'est que pour les écosystèmes sur les continents, on a un ensemble de risques qui augmentent directement avec le niveau de réchauffement planétaire, notamment les dommages pour les forêts liés au risque d'incendie, la dégradation des sols gelés, les risques de perte de biodiversité, la pénurie d'eau dans les régions arides, l'augmentation de la mortalité d'arbres, donc avec les effets hydrauliques de conditions chaudes et sèches, et au final des risques de perte de carbone. Donc ça illustre le fait que nous dépendons des fonctions aussi de régulation de ces milieux naturels. Et limiter le niveau de réchauffement, c'est important pour tirer le maximum parti de la capacité notamment de stockage de la végétation et des sols, qui est fragilisée dans un climat qui se réchauffe. Et j'utilise ce graphique pour souligner en fait que même si l'adaptation elle est indispensable, on ne peut pas que s'appuyer sur l'adaptation parce qu'en cas de réchauffement important, typiquement plus de 2 degrés autour de 2050, on va toucher des limites dures aux réponses d'adaptation. Alors pourquoi ? Notamment parce que le recul de l'enneigement en montagne, le recul des glaciers qui alimentent les cours d'eau pendant les saisons sèches en été, quand le manteau neigeux aura disparu, quand il y aura moins de glaciers, on aura moins d'approvisionnement en eau et on estime que ça va diminuer d'à peu près 20% la quantité d'eau disponible autour de 2050 en été dans de nombreux cours d'eau alimentés par les montagnes. Ça concerne le sud-est, le sud-ouest de la France. Dans le monde, à peu près 2 milliards de personnes et beaucoup de zones irriguées. Et ça, c'est une limite dure, en fait, la quantité d'eau disponible par rapport au partage de l'eau pour l'industrie, pour les villes, les besoins des populations, mais aussi pour l'irrigation, qui est une solution d'adaptation pour maintenir des rendements agricoles dans un climat qui se réchauffe. Si l'on regarde pour l'Europe de l'Ouest, les 4 risques majeurs identifiés
dans un climat qui se réchauffe sont les risques associés aux extrêmes chauds, donc pour la santé au travail également, pour les milieux marins, les écosystèmes terrestres, les risques de perte de production agricole, donc sur les activités de culture et d'élevage, les risques de pénurie d'eau, d'abord en Europe du Sud. Je ne sais pas si vous avez vu l'été dernier la situation de la vallée du Pô en Italie, donc qui affecte toute l'activité économique par manque d'eau, ou bien l'effet de l'étiage très bas sur le Rhin qui a aussi affecté l'activité économique, le transport de marchandises. Et puis enfin un ensemble de risques d'inondation, notamment donc par pluie plus intense et ruissellement. Pour le littoral, du fait de la montée du niveau de la mer, avec l'augmentation du risque d'inondation chronique à marée haute ou de submersion, avec des enjeux particuliers parce qu'en fait en Europe, vous le savez, en fait nos villes, notre patrimoine, il a été construit le long des cours d'eau sur le littoral. Il est particulièrement exposé avec des enjeux de conservation de notre patrimoine historique particulièrement marqués. Alors, j'ai esquissé les questions et les enjeux liés à la sécurité alimentaire. On va juste creuser un petit peu ce volet-là. Donc aujourd'hui, sur les espèces qui sont cultivées, notamment le maïs, il existe en fait des seuils de température à partir desquels on a des chutes de rendement, notamment au-delà de 35 degrés pour le maïs qui est cultivé dans de nombreuses régions du monde. Donc sur les résultats de modèles agronomiques, dans un climat qui se réchauffe, on s'attend dans les régions qui apparaissent ici en dégradé de rose et de mauve à une diminution de la production de maïs, mais vous voyez que les zones qui sont hachurées correspondent encore maintenant à une incertitude qui reste importante. Donc des risques de perte de rendement qui augmentent avec chaque incrément de réchauffement supplémentaire. Et ce qui apparaît en bas, c'est l'estimation du potentiel de prise de pêche dans les différentes régions littorales du monde. Donc avec déjà maintenant une baisse du potentiel de prise de pêche durable dans les océans tropicaux, du fait des effets d'un climat qui change. Donc vous voyez que plus le niveau de réchauffement est important, plus ce risque de perte augmente. Alors on pourrait se dire que tout va bien puisque la région arctique sera pléthorique en ressources de poissons. Donc là, c'est un résultat que les auteurs eux-mêmes de ces études amènent à regarder avec beaucoup de prudence, parce que ce qui est regardé ici, là, c'est essentiellement l'effet de la température de la mer, mais pas tous les effets complexes liés, par exemple, au recul de la glace de mer et aux dynamiques entre les écosystèmes qui sont encore très difficiles à anticiper complètement. Donc, à retenir, dans un climat qui se réchauffe, des risques précoces et importants de baisse de rendement, notamment sur certaines cultures clés, risque de perte de production et d'enjeux de sécurité nutritionnelle pour les protéines et les nutriments que dans beaucoup de régions du monde on tire des produits de la mer. Et si on regarde en fait les enjeux en termes de sécurité alimentaire sur la disponibilité de l'alimentation et l'accès, ce que l'on voit, c'est que bien sûr ces risques augmentent avec le niveau de réchauffement planétaire, mais ils dépendent profondément des choix, des types de développement qui sont mis en place. Donc, ce qui diminue les risques liés au changement climatique, c'est une maîtrise de la croissance démographique, donc un accent mis sur l'accès au système de santé, l'éducation, qui sont les conditions pour permettre de maîtriser la fécondité, des revenus élevés et répartis de sorte à réduire les inégalités et notamment l'extrême pauvreté, des systèmes de production alimentaire résilients, donc qui ont intégré l'adaptation à un climat qui change, et à faibles émissions, une réglementation efficace de l'utilisation des terres, donc préserver le foncier agricole, ce qui est un enjeu majeur, et une forte capacité d'adaptation, notamment pour les petites exploitations et les producteurs. Et à l'inverse, les tendances opposées peuvent exacerber les risques pour la sécurité alimentaire liée au changement climatique. Par exemple, si vous avez une partie importante de la population mondiale avec des revenus plus élevés qui consomment de plus en plus de viande, ça va tirer à la hausse la pression sur l'utilisation des terres, notamment pour l'alimentation animale. Si on a des inégalités très fortes, on aura aussi une partie importante de la population mondiale avec des conditions d'extrême pauvreté, donc très peu de capacité à faire face aux situations de choc, notamment dans les régions les plus fragiles, où on sait que ça conduit parfois les familles à quitter les zones rurales pour rejoindre en fait la périphérie des villes pour simplement s'assurer d'un revenu minimum. Et donc ça fragilise aussi les systèmes agricoles dans le monde. Et c'est le dernier point que je voulais souligner. On est devant des situations en fait de risques composites, complexes, en cascade,
qui sont déjà en fait de plus en plus difficiles à gérer. Donc par exemple, avec des événements de chaleur extrême et de sécheresse, plus fréquents, plus intenses, ça peut affecter l'humidité moyenne des sols, mais aussi l'état des sols, leur qualité. Ça peut affecter les rendements, la qualité des cultures, par exemple la quantité de protéines, de nutriments dans les céréales. Pour les personnes qui dépendent des conditions en extérieur pour leurs revenus, des conditions extrêmes comme on a eu au Pakistan ou en Inde au printemps dernier, on ne peut pas travailler en extérieur. Pas de travail, pas de revenus en fait. Et avec des rendements plus faibles, une hausse du prix de l'alimentation localement, en fait ce sont des facteurs qui se conjuguent et qui peuvent conduire à une réduction de la sécurité alimentaire, une augmentation de malnutrition, notamment quand cela concerne les jeunes enfants, les femmes enceintes. On sait que ça peut avoir des effets à long terme en fait, sur la qualité de vie. Donc ce que j'essaie de décrire là, c'est des situations où si on ne renforce pas les capacités d'adaptation, si on n'accompagne pas les plus fragiles, si on ne limite pas le niveau de réchauffement planétaire, ce qui va se produire, c'est des pièges de pauvreté, en fait, où les efforts de développement seront sapés simplement par les effets de crise croissante qui vont toucher de plein fouet les plus vulnérables. Dernier volet, ce que l'on fait maintenant, ça n'a pas que des conséquences immédiates. Et notamment parce que les glaciers mettent des dizaines d'années à s'ajuster au climat d'aujourd'hui. L'océan profond, c'est des siècles. Le Groenland, l'Antarctique, c'est des siècles et des milliers d'années. Les conséquences en termes de montée du niveau de la mer, elles vont se dérouler à l'échelle de la fin de ce siècle, des siècles suivants et des millénaires suivants. Donc, par les émissions passées de gaz à effet de serre, on a déjà acté plusieurs dizaines de centimètres de montée du niveau de la mer sur plusieurs siècles. À horizon 2050, vous voyez que la montée du niveau de la mer, en moyenne, va assez peu dépendre des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre. Par contre, à horizon 2100, il y a un facteur 2, 50 cm ou 1 mètre, par rapport à l'ampleur des émissions de gaz à effet de serre. Et, dernière source d'incertitude, le risque de rupture, notamment dans l'écoulement de certains secteurs de l'Antarctique. On sait qu'ils sont potentiellement instables, on sait qu'il y a des effets de seuil, on ne sait pas où sont ces effets de seuil. Plus le niveau de réchauffement augmente, plus l'histoire géologique de la Terre nous montre que c'est possible de les franchir et d'avoir une déglaciation en fait de nombreux secteurs de l'Antarctique, notamment l'Antarctique de l'Ouest, typiquement pour un réchauffement maintenu entre 2 et 3 degrés. Et donc là, on a représenté l'exploration de ce que serait une éventualité à haut risque pour les littoraux, associée à une incertitude profonde si les processus d'instabilité des calottes de glace sont déclenchés maintenant. Alors, ça peut vous sembler étrange, mais en fait, dans l'analyse de risque, pour les villes côtières qui se développent, pour les infrastructures portuaires, quand elles sont construites, ce n'est pas pour 50 ans, c'est pour plusieurs siècles. Quand on met en place, par exemple, des centrales nucléaires sur le littoral, on doit s'assurer de les préserver de situations de risque à venir. Et donc, ce type d'éventualité, dont la probabilité est difficile à quantifier, mais le niveau de gravité serait important, c'est une demande que nous ont faite un certain nombre d'États, de pays, notamment pour tenir compte de ces scénarios à très haut risque dans les stratégies d'aménagement. Et ceux qui ont les premiers développé ces approches-là, en fait, ce sont des scientifiques qui ont conseillé la ville de New York sur les stratégies de gestion de risque pour le littoral. Alors, la montée du niveau de la mer, c'est un effet sur les écosystèmes côtiers, c'est une augmentation des événements de marée haute, de submersion lors des marées hautes, et puis lors des événements de tempête, donc des extrêmes de niveau marin qui vont aussi augmenter à mesure du niveau moyen. Les événements qui se produisaient une fois par siècle dans le siècle passé, autour de 2050, donc de records de niveau marin, seront 20 à 30 fois plus fréquents. Donc il y a un enjeu majeur, notamment en France, en métropole, sur les littoraux, mais aussi dans les outre-mer, les zones de basse terre, les grands deltas agricoles, les petites îles. C'est un enjeu majeur parfois d'habitabilité de certains endroits, avec une sorte de course contre la montre, parce que pour faire face à la montée du niveau de la mer, on a des réponses qu'on peut déployer rapidement, bouger des sédiments, restaurer des dunes, des écosystèmes. Mais là, en fait, leur capacité, elle va être fortement réduite si on a une forte hausse du niveau de la mer. On a des réponses de type des ouvrages de protection, des barrières ou le repli stratégique, mais ça demande parfois des dizaines d'années à être conçu, financé, réalisé.
Et donc, en fait, ça pose aussi la question de la planification à long terme pour éviter, en fait, d'avoir des situations croissantes de gestion de crise pour les littoraux. Donc, je reviens sur le point que je mentionnais tout à l'heure, la relation étroite entre le cumul des émissions de CO2 et le niveau de réchauffement planétaire. Donc, bien sûr, les autres gaz à effet de serre jouent, mais c'est celui qui est le poids le plus important sur le réchauffement à venir et sur le réchauffement à ce jour. Donc là, c'est la période historique depuis 1850. On a déjà rejeté 2400 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. On en met à peu près 40 milliards chaque année. Si on veut limiter le réchauffement à différents niveaux, bien en fait, ça se traduit avec une marge de manœuvre qui est ce qu'on peut émettre dans l'avenir pour limiter le réchauffement à tel ou tel niveau. Et pour illustrer la difficulté de stabilisation du réchauffement, vous avez là la marge de manœuvre qui nous reste si on veut limiter le réchauffement à 1,5 degré. Si les émissions de gaz à effet de serre restent au niveau de 2019 pendant 10 ans, on aura tout utilisé. Donc inéluctablement, on dépassera ce niveau de réchauffement planétaire. Si on utilise les infrastructures d'énergie fossile existantes sur toute leur durée de vie prévue, sans éliminer leurs émissions de gaz à effet de serre, on émettra plus de CO2 que ce qui est compatible avec le fait de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Et les infrastructures d'énergie fossile existantes et prévues, à elles seules, elles émettraient quasiment la marge de manœuvre qui nous reste si on veut limiter le réchauffement largement sous 2 degrés, avec une forte chance d'y parvenir. Comment est-ce qu'on peut lire ça ? En fait, on peut lire ça en se disant chaque fois qu'on met en place quelque chose qui utilise du charbon, du pétrole et du gaz, on verrouille des émissions à venir, on limite la possibilité de limiter le réchauffement à un niveau bas. Toute installation d'énergie fossile, toute exploitation d'énergie fossile nouvelle, elle n'est pas compatible avec le fait de limiter le réchauffement à un niveau très proche de l'actuel, sauf à condition d'être capable de capter et stocker le CO2, ce qui n'est pas fait à grande échelle, ce qui entraîne des surcoûts, et ce qui rend l'utilisation des énergies fossiles moins compétitive par rapport à d'autres formes de production d'électricité ou de chaleur bas carbone. Donc dernière chose, si on veut limiter le réchauffement, et notamment en lien avec les objectifs de l'accord de Paris sur le climat, largement sous 2 degrés, proche de 1,5 degré, ça a été formulé pour éviter un certain nombre de risques ingérables. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Donc vous voyez là les trajectoires d'émissions tout gaz à effet de serre et un zoom sur le CO2 seul et le méthane seul, en vert qui permettrait de limiter le réchauffement sous 2 degrés avec 2 chances sur 3 d'y parvenir, et en bleu à un niveau proche d'1,5 degré avec une chance sur 2 d'y parvenir. Et vous voyez la situation de la réalité aujourd'hui. En noir, les émissions récentes, les estimations en 2015, les estimations en 2019, donc ça a continué à augmenter. Les promesses faites par les différents pays dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat à horizon 2025-2030. Donc vous voyez que si toutes ces promesses étaient mises en œuvre, et c'était fait avant l'invasion de l'Ukraine, alors en fait on pourrait attendre une légère diminution des émissions mondiales de gaz à effet de serre à horizon 2030. Donc il y a un décalage entre l'effort qui est promis et l'effort qui serait nécessaire pour tenir les engagements que les pays ont formulés. Et il y a aussi un décalage entre les promesses et la réalité des politiques publiques qui sont mises en œuvre, qui elles-mêmes, s'il n'y a pas plus d'augmentation de l'action, conduiraient à ce que je décrivais tout à l'heure, des émissions mondiales qui stagnent proche du niveau actuel pendant plusieurs décennies et qui amèneraient proche de 3 degrés en fin de siècle. Pour la France, quels sont les engagements qui ont été formulés ? Donc si on veut limiter le réchauffement dans le monde à un niveau proche d'1,5 degré, il faudrait atteindre des émissions net zéro mondiales de CO2 autour de 2050 et net zéro tout gaz à effet de serre autour quelques décennies plus tard. Donc l'engagement de la France, qui tient compte de sa responsabilité historique, de sa capacité à agir, c'est d'atteindre autour de 2050 la neutralité tout gaz à effet de serre. Et l'enjeu, c'est d'agir à hauteur de cette ambition et de faire en sorte que ce qui est mis en place maintenant, dans les années à venir, donne une chance raisonnable de tenir les objectifs qui ont été affichés. Et concrètement, ça veut dire multiplier par 2, multiplier par 3, le rythme de baisse des émissions de gaz à effet de serre qui a déjà été là dans les années qui viennent. Donc c'est vraiment le défi qui est devant nous, si on veut nous-mêmes agir à hauteur des engagements qui ont été pris
pour se donner, en tout cas à hauteur de notre capacité à agir, la possibilité de contribuer à la limitation du réchauffement. Alors ça, j'ai déjà indiqué. Et donc, on peut peut-être prendre un temps de questions avant de passer à la partie suivante sur les leviers d'action qu'il est possible de déployer pour changer d'échelle. Alors merci beaucoup. Ce qui est assez saisissant, c'est de se dire que même si demain, par magie, on arrêtait complètement les émissions de gaz à effet de serre, il y a quand même une forme d'inertie. Ah non, ça c'est la bonne nouvelle. D'accord. C'est-à-dire si on mettait les émissions de gaz à effet de serre à zéro, ce qui serait en fait une catastrophe, enfin pour nous, sur notre manière de vivre, mais par un jeu de l'esprit, il n'y aurait quasiment pas de réchauffement supplémentaire dans les tuyaux. D'accord, donc ça c'est la bonne nouvelle. Je croyais qu'il y avait quelque chose d'un peu irréversible, par exemple pour le Groenland. Alors c'est irréversible sur la montée du niveau de la mer, mais par rapport au niveau de réchauffement planétaire, si on a des émissions notamment de CO2 égales à zéro, il n'y a pas de réchauffement supplémentaire attendu. Et ça c'est quelque part la bonne nouvelle. Ça va pas être facile, mais on va essayer. L'enjeu c'est d'y parvenir et c'est vraiment le défi pour les générations d'aujourd'hui, de construire les conditions d'y parvenir. Alors, on a regardé les différents futurs. Je pense qu'on a tous un scénario préféré. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Alors, on n'en prendra que quelques-unes, parce que je pense qu'on a tous hâte de savoir les solutions et comment on peut agir. Bien. C'était très clair. Que dire? Vous ne voulez pas rester dans ces futurs possibles? Vous voulez revenir au présent? Et je crois qu'il y a une question là-bas. Bonjour. Moi, j'ai une question. J'ai cru comprendre que vous étiez intervenu auprès des politiques, en particulier en France, mais j'imagine aussi dans d'autres pays. Tout ce que vous avez expliqué, ça a l'air clair. Et pourquoi on a l'impression que, je ne sais pas, qu'ils n'ont pas compris, ou est-ce que ils ont compris mais on ne comprend pas ce qu'ils font, ou pourquoi on a cette impression que c'est rentré d'un côté et que c'est sorti de l'autre? J'ai un peu du mal à comprendre. Je pense qu'il faudrait leur poser la question. Je ne peux pas répondre pour eux, mais en fait, on est beaucoup en fait, de scientifiques à être disponibles, à partager les connaissances. Ce que je vous montre là, c'est en partie dans les programmes de lycée, c'est enseigné dans les formations aussi. Ça fait partie de formation maintenant continue qui est mise en place dans les cabinets ministériels, dans les directeurs, parmi les directeurs et directrices d'administration centrale qui vont être généralisés pour la fonction publique. Et donc, le fait de savoir, c'est pas forcément ce qui permet d'agir. Le fait de comprendre les causes, les conséquences, les implications, c'est pas forcément ce qui fait la feuille de route qui permet de mettre en place une action résolue, soutenue collectivement, largement, et qui permettra des transformations de fond. Ça, c'est vraiment des questions de choix collectifs, de politique publique, de vie démocratique aussi. Et moi, ce qui m'avait frappé, notamment l'année dernière, c'est que les questions d'action pour le climat, d'adaptation, d'atténuation, ont été très peu débattues dans le cadre des débats pour l'élection présidentielle ou pour les élections législatives. Et c'est vraiment dommage, parce que je pense que c'est vraiment des questions où on a besoin, sur la base d'éléments scientifiques factuels, comme j'ai essayé de les transmettre, de comparer des programmes d'action, ce qui est acceptable, ce qui est souhaitable, ce qu'on souhaite mettre en place dans chaque contexte. Et ça manquait. Et moi, ma lecture, mais je suis physicienne, je ne suis pas ancienne politicienne, ma lecture, c'est que souvent, en fait, quand il n'y a pas un programme clair avant qu'on soit élu, il ne se passe pas forcément grand-chose. Donc la question, c'est aussi quelle est la construction de plans d'action, de programmes, qu'est-ce qui va être proposé, qu'est-ce qui va être soutenu, et ensuite qui peut être décliné, mis en œuvre. Parce que je pense que vraiment, il n'y a pas que le volet technique, mais il y a aussi ce volet collectif de choix de société qui est important. Bon, je peux pas ne pas dire que j'ai ressenti une certaine frustration, après avoir essayé d'être très claire, quand j'ai entendu qui aurait pu prévoir. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est difficile de prévoir une année à l'avance ce qui va se passer l'été suivant. Ça, c'est aussi la variabilité naturelle qui fait que, comme ça s'ajoute aux tendances dues à l'influence humaine, de temps en temps, on a l'impression que ça se calme et puis de temps en temps que ça s'accentue. Oui. Mais le constat scientifique qui est là, il a été construit depuis des décennies, il n'a fait que s'affiner. Voilà, c'est ce point-là qui est assez frustrant sur la manière dont on arrive à partager l'état des connaissances largement. Oui.
Oui. Au regard de toutes les cartes que vous nous avez montrées, oui. Il semblerait que dans un scénario moyen ou pessimiste, la zone équatoriale devienne carrément invivable. Et il y a une zone qui a l'air assez protégée, ce serait le Groenland. Est-ce que c'est là qu'il faut investir ? Alors en fait, c'est effectivement quelque chose qui existe. Hein. Il y a des réflexions sur, par exemple, les aires qui seront plus adéquates pour tel ou tel type de culture. Donc par exemple, on en parlait cet après-midi, les aires les plus propices pour le champagne, elles seront plus forcément dans la région est, mais elles pourront se déplacer vers le nord. Donc pour certains, ça peut être un risque majeur pour une activité économique. Pour d'autres, ça peut être une opportunité. Et parfois, en fait, certains pays arctiques avaient pensé au départ que le changement climatique serait une opportunité. Meilleure croissance des forêts, zone plus adéquate pour des cultures. Mais en fait, c'est plus complexe. Ce que l'on voit, par exemple, sur les forêts du nord de l'Europe ou de l'Alaska ou du Canada, c'est des dynamiques prédateurs-proies complexes avec de nouveaux insectes qui s'installent, qui n'ont pas toujours les prédateurs. Et donc, la vision un peu optimiste, plus doux, meilleure saison de croissance, elle est parfois remise en cause. Et du côté même du nord de la Russie, on a des voies de transport sur les fleuves gelés qui sont plus difficiles à pratiquer dans un climat qui se réchauffe. Donc ça joue en fait sur le transport, par exemple, à l'automne, au printemps, qui devient plus difficile. On a des conditions parfois de sécheresse qui s'installent, même d'incendie, dans des régions qui n'avaient pas le retour d'expérience. Donc ce n'est pas simplement des conditions plus douces qui seront propices dans des régions aujourd'hui plutôt hostiles. Et enfin, le Groenland, c'est globalement recouvert de glace. Il y a quelques fjords avec des sols assez fragiles qui font déjà l'objet d'activités d'élevage, de moutons, un petit peu de culture dans la partie sud, mais le potentiel ne va pas aller beaucoup plus loin. Pourtant, il y a quelques années, alors c'était plutôt pour des raisons énergétiques, mais Donald Trump était d'accord avec vous et il a proposé au Danemark de lui racheter le Groenland. Sans succès pour le moment. Oui. J'ai une question sur le courant nord-atlantique. Oui. On a tous appris quand on était en cours de géographie qu'il y avait le Gulf Stream et que le Gulf Stream permettait d'avoir en Europe un climat doux, vivable et qu'il influençait énormément le climat chez nous. Et on entend maintenant qu'il y a un risque sur la circulation nord-atlantique, donc sur le Gulf Stream. Si vous pouviez un peu éclairer là-dessus. Oui, donc en fait, le Gulf Stream, lui, c'est un courant chaud de surface qui est surtout lié à la rotation de la Terre et lui qui va persister. Et la douceur du climat, par exemple, de Bordeaux par rapport à Montréal, c'est pas simplement le Gulf Stream, c'est aussi la circulation atmosphérique sur les vents d'ouest. Quand on est à l'ouest d'un continent, on a aussi le transport de chaleur et d'humidité de l'atmosphère et un climat moins continental que quand on est sur le bord est d'un continent. Donc ça, c'est juste pour les éléments de contexte. Donc ensuite, ce qui va jouer, c'est ce qu'on appelle la circulation méridienne de retournement, ou la circulation thermohaline de l'océan Atlantique. Donc là, c'est une espèce de grand tapis roulant, donc avec de l'eau chaude qui monte vers le nord, qui se refroidit, puis avec la formation de banquise qui devient plus salée et qui plonge. Et ensuite, on a une espèce de grande boucle qui parcourt ainsi, comme un tapis roulant géant, l'ensemble de l'océan Atlantique. Donc cette circulation-là, on sait que dans le passé, notamment pendant les périodes glaciaires, elle a été marquée par des ralentissements brutaux et puis des remises en route, avec des effets contrastés sur les variations du climat entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur un climat futur ? Donc dans les modèles de climat, dans un climat qui se réchauffe, cette circulation thermohaline, elle se ralentit. Elle ne montre pas d'arrêt brutal à l'échelle de ce siècle, mais on ne peut pas exclure un arrêt brutal, notamment du fait d'apport d'eau douce par la fonte du Groenland ou de l'Antarctique, qui peut changer les gradients de densité et donc les mouvements de cette circulation océanique. Donc ça fait partie du risque de changement abrupt, pour lesquels notre degré de confiance en fait reste encore très bas par rapport au modèle dont on dispose, par rapport à ce qui est pris en compte. Et donc, dans les rapports du GIEC, on le décrit sous forme de narratif, encore une fois. Donc, si jamais cette circulation thermohaline s'interrompait brutalement, ce qu'on peut provoquer, en fait, en rajoutant de l'eau douce dans les modèles de climat, qu'est-ce que ça impliquerait ? Et donc, ça impliquerait un monde qui continue à se réchauffer, ça impliquerait un décalage des rails de tempête dans l'océan Atlantique et plutôt un assèchement de l'Europe,
Ça impliquerait aussi un décalage des bandes de pluie tropicales, donc des zones de mousson, du côté du Sahel, du côté de l'Amérique du Sud, avec des effets majeurs sur la répartition de la pluviométrie dans ces régions. Alors vous avez peut-être vu un film qui s'appelle Le jour d'après, un film d'Hollywood. Bon, tout est faux en fait. Voilà. C'est une vision d'Hollywood, de narratif, mais qui n'est pas inscrit sur l'état des connaissances telles qu'on les a maintenant. Par contre, c'est un film qui montre le risque de rupture et qui ramasse les questions sur le climat sur un temps très court. Donc c'est un artifice, on va dire, narratif. Oui, on y voit des immigrés américains qui demandent le refuge au Mexique. C'est assez jouissif. Alors, il y a une dernière question ici. Il y a aussi une remarque qui fait beaucoup rire les scientifiques de mon domaine, où un des héros a un père qui est paléoclimatologue et donc qui dit aux autres, il faut l'écouter, son père est paléoclimatologue. J'ai essayé de faire ça avec mes filles, ça marche pas du tout en fait. Moi j'avais une petite question. Vous avez dit tout à l'heure que le dernier réchauffement majeur qu'on a observé, qui était aussi fort, c'était il y a quelques millions d'années. Donc le niveau moyen de température aussi 2,5 degrés de plus que le climat pré-industriel, oui, c'était au Pliocène. Ok. Est-ce qu'on a des traces que ça a eu sur la biodiversité pour Oui, tout à fait. Donc c'est d'ailleurs comme ça qu'on peut reconstituer les variations passées du climat, notamment au-dessus des continents. Donc par l'analyse des assemblages fossiles, des assemblages de faune, de certains vestiges de pollen, qui permettent de caractériser les aires de répartition d'espèces continentales et puis d'estimer les variations de température ou d'humidité. Et puis dans les sédiments marins sont les restes des petits organismes marins qui sont déposés, qu'on peut étudier, qui nous permettent de reconstituer à la fois certains aspects de la vie marine, limités, hein, et aussi les conditions par exemple de température ou de salinité. Et on utilise en fait ces périodes géologiques anciennes, les reconstitutions de l'état du climat, comme un test sur les mêmes modèles de climat qu'on utilise pour le climat futur. Là par contre ce qu'on sait, c'est pas le côté transitoire, c'est à l'équilibre sur plusieurs milliers d'années, qu'est-ce que ça va impliquer. Et pour moi, un élément important de la confiance que j'accorde aux projections de climat futur, c'est le fait que les modèles de climat qu'on utilise pour cela, on les teste sur les variations des derniers millénaires, donc la réponse à les variations de l'activité du Soleil, des éruptions volcaniques. C'est surtout les éruptions volcaniques en fait qui comptent. Ensuite, on les teste par rapport aux grandes variations glaciaires interglaciaires et on les teste par rapport aux périodes géologiques, notamment chaudes, pour essayer d'évaluer leur plausibilité en fait. Donc si ça vous intéresse, il y a un encadré sur le climat du Pliocène, notamment dans le rapport du groupe 1 du GIEC, qui vous donne pas mal d'éléments précis. Dans la forêt primaire qu'on est en train de détruire, banquise, bactéries, qu'est-ce qui va nous arriver ? Parce que ça, c'est un danger on n'en parle pas là pour l'instant. Hein. Vous parlez du pergélisol, du permafrost ? Oui. D'accord. De tout ce qui est caché par la glace, qui risque, enfin la glace et la forêt primaire aussi, apparemment, qui serait un... Alors c'est plus les virus en fait qui sont embêtants que les bactéries, on l'a vu récemment. Oui. Et donc effectivement, il y a des travaux de recherche à l'interface santé-climat qui posent la question par exemple de nouvelles zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui ont des vecteurs animaux qui pourraient passer aux humains, présenter des risques, ou aux animaux d'élevage d'ailleurs. Et donc moi, tel que je le comprends, c'est pas mon domaine. Donc on trouve effectivement des formes de virus qu'on connaissait pas dans les sols gelés de l'Arctique. C'est pas forcément ça qui présente un risque aujourd'hui aigu de contamination. Aujourd'hui, en fait, les risques de zoonose, c'est quand on a des activités humaines à proximité de réservoirs animaux, notamment les chauves-souris dans certaines grottes. Donc c'est en fait la déforestation, le contact répété avec des activités humaines, les marchés avec des animaux vivants, et l'urbanisation qui en fait peut très vite faciliter justement l'émergence, le changement d'espèces et puis la propagation via le transport d'animaux, via les échanges humains très vite. Et ce que j'ai aussi noté, c'est que donc des conditions plus chaudes, elles vont aussi augmenter parfois les aires de répartition de certains vecteurs de maladies. Donc vous l'avez vu, les moustiques tigres, les conditions sont propices, même en Alsace. Ça a été plus vite que ce qui était anticipé et on a maintenant des cas de dengue autochtones, c'est-à-dire des gens qui sont contaminés sans avoir voyagé dans les régions tropicales. Voilà, donc c'est fait aussi partie des choses qui sont moins spectaculaires, mais qui sont déjà là et qui posent la question de l'adaptation des systèmes de santé. Et enfin, on a aussi par exemple les virus ou les bactéries contenues dans des hôtes
qui se reproduisent plus vite dans un climat plus chaud. C'est par exemple le cas sur les bactéries dans les tiques, qui peuvent être plus présentes aussi dans un climat qui se réchauffe. Donc c'est aussi pour nous ramener aussi aux choses immédiates qu'on commence à comprendre un tout petit peu mieux, au-delà de risques parfois importants mais qu'on connaît mal. Alors on passe aux enjeux de transformation. Alors dans les rapports du GIEC, ce qu'on montre, c'est qu'il y a des options d'action qui sont efficaces, faisables, abordables, disponibles aujourd'hui. Et si on les déploie dans leur ensemble, elles peuvent permettre de diviser par 2 les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc on n'est pas dans la situation où on ne sait pas ce qui fonctionne, et on ne sait pas ce qui est disponible. D'autre part, il y a des options d'adaptation qui ont été testées avec un retour d'expérience qui ont souvent de nombreux bénéfices pour la résilience de nos systèmes de production, pour la santé, le bien-être, et qui peuvent également être déployées. Et donc, ce que vous trouverez dans les rapports du GIEC, ce n'est pas la feuille de route clé en main pour vous, ce n'est pas ce qu'on fait. On ne fournit pas de recommandations, mais simplement pour ces options d'action, on évalue leur potentiel, leurs bénéfices, leurs effets indésirables, leurs coûts et leurs limites, et on le transmet de la manière la plus factuelle possible. Donc, premier enjeu, si on veut réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre, avoir des sociétés qui soient résilientes, c'est des transitions dans le secteur de la production d'énergie. Et ces transitions de système, ce qui est important, c'est de les penser résilients dans un climat qui change, donc avec des enjeux de fiabilité, de systèmes résilients qui vont fonctionner même avec des températures, par exemple, très élevées, avec une meilleure efficacité de l'utilisation de l'eau pour ne pas être contraint en cas de situation de pénurie, et en déployant les leviers d'action qui vont être propres au contexte, qui feront l'objet de choix de stratégies collectives. Donc la barre, ça donne une idée du potentiel de baisse d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde, et la couleur, ça donne une idée de l'estimation des coûts, sachant que les coûts en réalité dépendent bien sûr de chaque contexte de la mise en œuvre. Donc ce qui est identifié comme parmi les leviers d'action importants pour la baisse des émissions, ce sont les énergies renouvelables. C'est aussi le fait d'éliminer les émissions fugitives associées à l'utilisation des hydrocarbures pour le méthane. C'est utiliser dans certains contextes de manière durable de la biomasse pour produire de l'électricité. C'est aussi pour la chaleur, la géothermie, la production d'électricité hydraulique. Pour les contextes qui s'y prêtent, des potentiels d'action sur l'électricité nucléaire, un potentiel qui est assez limité en fait sur le captage et le stockage de carbone fossile, mais qui existe et qui est un des leviers d'action pour des pays dont l'économie dépend de l'exportation d'énergie fossile, pour parvenir à utiliser ces fossiles sans émettre de gaz à effet de serre. C'est quelque chose qui peut faire partie de leur stratégie d'action. Ensuite, si on regarde le deuxième système le plus important, aujourd'hui, le système alimentaire dans le monde, c'est à peu près un tiers des émissions de gaz à effet de serre. On a en fait un certain nombre de leviers d'action sur l'efficacité, l'efficience des systèmes d'élevage, la gestion des terres cultivées, de l'eau, des ressources en eau, l'intégration de la gestion de la biodiversité, de la connectivité pour les écosystèmes, tout ce qui porte sur l'agroforesterie, notamment l'utilisation de haies, par exemple, à l'intérieur des systèmes de culture, les approches durables pour l'aquaculture et la pêche, l'adaptation qui peut être fondée sur les forêts, par exemple, pour freiner l'écoulement de l'eau, ou pour assurer par l'évaporation, la transpiration et le recyclage de l'eau, un rôle sur les systèmes hydrauliques régionaux. Pour le littoral, les approches de gestion intégrée qui s'appuient aussi sur les écosystèmes, mais aussi les ouvrages en dur. Et pour limiter les émissions de gaz à effet de serre de ce secteur, mais aussi augmenter les puits de carbone liés à l'utilisation des terres, la première chose, c'est freiner la conversion d'écosystèmes naturels, notamment la destruction de forêts primaires, mais aussi de tourbières. En Europe, c'est aussi arrêter le retournement des prairies, qui est un point important, augmenter le stockage de carbone dans les sols, tout ce qui porte sur la restauration des écosystèmes. Alors, ce qui fonctionne le mieux, c'est la reforestation, c'est-à-dire renforcer des forêts dégradées. Là où il y a vraiment des points de vigilance, c'est planter des forêts à la place d'autres écosystèmes ou d'autres cultures, où ça peut venir en concurrence avec la production alimentaire ou les droits des populations locales. Donc les rapports du GIEC soulignent que ce n'est pas nécessairement une solution qu'on peut appeler fondée sur la nature. Il y a bien sûr des enjeux de gestion des forêts, à la fois pour les ressources bois-énergie, bois-construction, mais aussi stockage de carbone,
avec parfois des compromis à trouver par rapport à ces différents enjeux. La baisse des émissions de méthane et d'oxyde nitreux des activités agricoles. Et vous voyez les barres en gris, ce sont des leviers d'action qui portent plus sur le secteur de la demande, le fait d'agir par rapport aux pertes et au gaspillage alimentaire, et l'évolution de l'alimentation avec plus de protéines végétales, moins de protéines animales produites dans des systèmes résilients à faible émission, mais aussi donc des systèmes d'alimentation plus locaux, des produits de saison, diversifiés. Ça fait vraiment partie des leviers d'action importants, pas uniquement la production, mais aussi le choix de l'alimentation. Dans les autres leviers d'action, on a bien sûr à l'échelle des villes et des infrastructures, tout ce qui porte sur la gestion de l'eau dans les villes, les infrastructures vertes, on en parlait tout à l'heure, verdir les villes pour éviter les îlots de chaleur, mais aussi la forme des villes qui peut rapprocher les lieux de vie des lieux de travail et qui joue un rôle important sur l'utilisation d'énergie, sur les besoins de mobilité. Et quand on regarde à la fois dans le secteur bâtiment, transport et ville, donc on voit qu'il y a des leviers d'action importants qui sont sur la rénovation, les bâtiments qui soient performants, mais avec un coût élevé. Sur les transports, vous voyez qu'il n'y a pas une seule solution qui sort. C'est un ensemble de leviers d'action sur des véhicules efficaces, l'électrification de voitures avec des batteries de taille raisonnable et en utilisant de l'électricité bas carbone. C'est pour ça qu'en fait, on a en fait une barre d'incertitude qui existe. C'est aussi l'efficacité de tous les systèmes d'équipement, les transports en commun, les mobilités actives. Il y a un certain potentiel sur les agrocarburants, mais attention avec les compétitions sur l'utilisation des terres, où cela peut entraîner des risques spécifiques. Et sur, par exemple, le transport maritime ou aérien, les leviers d'action de décarbonation à court terme, ils sont très limités. Donc il y aura des gains d'efficacité sur les moteurs. Mais si on veut vraiment baisser les émissions de ces secteurs-là, la question de la demande, en fait, elle est vraiment importante, c'est-à-dire le nombre de passagers, le nombre de kilomètres, la quantité de marchandises déplacées à grande distance. Et puis encore une fois, le secteur de la demande, le fait d'intégrer la sobriété dans la conception des infrastructures, c'est un levier d'action avec un coût limité et un potentiel important. Alors il y a des leviers d'action spécifiques à l'industrie, notamment l'économie circulaire, les approches d'efficacité. Et vous voyez là, par exemple, certains aspects n'apparaissent pas complètement. On sait que pour décarboner l'industrie lourde, on va passer par de nouveaux vecteurs, dont l'hydrogène. Mais là, ce qui est illustré, c'est les leviers d'action à horizon 2030, donc qui peuvent être déployés tout de suite. Et dans certains cas, on a aujourd'hui la construction de recherche, de développement, de démonstrateurs, dont on sait qu'ils ne pourront se déployer à grande échelle que plus tard, que la décennie suivante. Et enfin, dans les choix de société, il y a un ensemble d'aspects, notamment, par exemple, dans le monde agricole, la diversification des moyens de subsistance qui permet d'assurer un revenu plus stable par rapport à des risques de choc sur les rendements qui peuvent se répéter. On a aussi tous les systèmes d'alerte précoce, les services climatiques qui sont la co-construction d'informations en appui à la prise de décision, utiles en fait localement pour avoir une information climatique permettant de construire des stratégies d'adaptation avec une information robuste et l'incertitude associée. Et après, il y a tous les aspects d'intégrer finalement l'adaptation à un climat qui change dans les filets de protection sociale, parce que ce qu'on a peut-être, enfin je ne sais pas si j'étais très claire tout à l'heure, mais un des risques majeurs dans un climat qui se réchauffe, c'est que ça exacerbe les inégalités. C'est-à-dire ceux qui sont aujourd'hui vulnérables aient une vulnérabilité accrue, que ça sape encore plus leurs moyens de subsistance. Et donc le fait d'intégrer l'adaptation à un climat qui change avec les systèmes d'assurance, de mutualisation de risques, de filets de protection sociale, ils sont vraiment importants sur les enjeux de solidarité pour permettre d'éviter d'exacerber les inégalités. Donc les actions qu'on va mettre en place maintenant, elles peuvent faire toute la différence, et notamment les politiques publiques, les infrastructures, qui permettent de jouer sur les demandes, donc éviter des demandes d'énergie, de matériaux, d'utilisation des terres, d'eau. Donc l'intégration de la sobriété dans les stratégies d'action, c'est un levier d'action qui est extrêmement important. Et si on regarde par exemple pour l'alimentation, pour le transport terrestre ou le bâtiment, en fait, le potentiel de baisse d'émissions de gaz à effet de serre, il est en fait à 40 à 70% du côté de la demande. Donc la sobriété, ce n'est pas simplement quelque chose pour gérer une situation de pénurie d'approvisionnement associée à la guerre en Ukraine.
la question d'intégrer la sobriété, la maîtrise de la demande dans les politiques publiques, c'est en fait un levier d'action extrêmement important qui permet de contribuer sur le long terme à la décarbonation. Et je termine sur un point qui est très important au niveau mondial, donc un certain nombre de conditions clés. Donc tout à l'heure, j'ai essayé d'illustrer qu'on a un enjeu d'innovation technologique, on a un enjeu qui porte sur la demande, et on a un enjeu qui est, par exemple, sur les pratiques d'agroécologie. On va s'appuyer sur les écosystèmes. Et ça demande d'avoir des financements et des conditions de coopération entre les pays. Et ce qui est illustré par les barres en gris, c'est une estimation des besoins de flux financiers, donc d'investissement, chaque année, pour que les solutions qui existent puissent être déployées à horizon 2030. Uniquement pas sur l'adaptation, c'est encore difficile à chiffrer, mais sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, dans le monde, il y a un manque d'un facteur 3 à 6 entre ce qui est mis sur la table pour que ces solutions se déploient et ce qui serait nécessaire entre maintenant et 2030. Et là où en fait le besoin de financement est le plus important, là où on a le décalage le plus grand entre ce qui est mis en place et ce qui serait nécessaire, c'est notamment dans le secteur de l'appui aux transformations, dans le secteur de l'utilisation des terres, des forêts et de l'agriculture. Le besoin en fait de ressources supplémentaires, il est particulièrement marqué dans les pays en développement, plus que dans les pays en développé. Et quand on regarde par région du monde, là où on a aussi un décalage particulièrement important, ça va être par exemple en Asie du Sud-Est ou en Afrique, où là en fait on peut faire toute la différence. Alors pourquoi ? Parce que les transferts de technologie, le fait de passer le plus vite possible pour répondre aux besoins de base, pour l'énergie, pour l'assainissement, pour les besoins de base qui ne sont pas remplis aujourd'hui, aux technologies les plus propres, ça peut permettre en fait de franchir plus rapidement des étapes de développement vers des technologies propres. L'analogie qu'on peut faire, c'est dans certains pays du monde, on n'est pas passé sur des réseaux filaires pour le téléphone, on est passé directement au réseau de téléphonie portable qui répondent aux besoins des gens. Et donc, on n'est pas obligé de passer par la case voiture polluante, on peut aussi passer plus rapidement sur des mobilités légères, électrifiées plus rapidement. Mais ça demande aussi les transferts de technologie pour que les brevets, qui sont un frein en fait, au développement de ces solutions technologiques, soient plus rapidement accessibles. Donc je termine, j'espère vous avoir montré qu'on est dans une situation grave, qu'on a une urgence à agir par rapport aux conséquences du statu quo, si on n'a pas de sursaut collectivement, pour éviter d'atteindre des limites à l'adaptation, donc l'escalade des risques et des coûts associés. Je ne l'ai pas souligné, mais beaucoup d'actions qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre ont de nombreux bénéfices pour la santé, la qualité de l'air, une alimentation saine, des mobilités actives. Donc en fait, l'action pour le climat, ça pourrait être aussi vu comme une politique de santé publique et davantage intégrée. On a également en fait beaucoup de bénéfices à l'adaptation sur la productivité agricole, la sécurité alimentaire, la préservation du vivant, mais aussi des revenus dans ces secteurs, la santé et le bien-être. Et donc les enjeux, c'est aussi pour construire des stratégies d'action qui soient souhaitables, qui soient efficaces, c'est d'arriver à réconcilier des intérêts, où il manque un S, divergents, des visions et des valeurs différentes, donc avoir des espaces de délibération, d'échange, pour construire en fait dans chaque contexte, dans chaque territoire, une vision partagée, et ensuite que tous les potentiels de mise en place des stratégies d'action se déploient, avec bien sûr des enjeux de politique publique intégrée, qui intègrent adaptation, atténuation, choix de société et action pour le climat, qui mettent bien sûr en priorité les enjeux d'équité et d'inclusion, parce que si l'action pour le climat elle est perçue comme injuste, elle conduit à des freins, en fait, qui retardent les transformations possibles. Et donc, nous, on souligne l'importance des processus de transition juste. Donc, par exemple, si vous avez une politique publique qui peut peser plus sur ceux qui ont des revenus contraints, comment les accompagner ? Si on a des transformations industrielles qui vont conduire à l'arrêt de certaines activités, comment anticiper les reconversions vers les secteurs qui seront porteurs. Et donc là, c'est aussi des enjeux d'articuler des stratégies pour l'emploi associées avec l'anticipation, la construction de ces transformations. Donc finalement, il est possible de construire un avenir qui soit viable, qui soit soutenable, en agissant rapidement, donc en tenant compte
de l'impératif de changer d'échelle sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre, d'anticiper les conséquences d'un climat qui change, tenir compte des différentes dimensions de la soutenabilité, notamment l'extrême pauvreté, les enjeux d'emploi durable, d'accès à l'énergie, les enjeux aussi de protection de la biodiversité et des écosystèmes. Et c'est, nous, ce qu'on formule comme un développement qui soit vraiment résilient face au climat. Et donc, on est sur une situation aujourd'hui, on l'a bien vu, qui n'est pas tenable. On a besoin vraiment de transformer les tendances récentes. Et chaque situation de choc, de crise, elle peut amener à verrouiller plus d'émissions de gaz à effet de serre, parfois plus de vulnérabilité, donc des situations de plus en plus compliquées à gérer, où elle peut permettre plus rapidement finalement de transformer les grands systèmes dont on dépend, mais aussi nos normes, nos valeurs, de sorte à aller plus vite et collectivement construire ces choix courageusement en fait, qui vont permettre d'assurer des conditions de vie pour les plus jeunes d'aujourd'hui, les meilleurs possibles. Donc différents choix, différentes trajectoires dans chaque contexte, ça peut donner lieu à des résultats très contrastés. Dans le meilleur des cas, on porte des transformations, on se voit comme acteur, on les déploie. On peut réussir, si c'est fait à grande échelle, à limiter les risques climatiques, à permettre d'atteindre les objectifs de développement durable. Et pour cela, il y a un certain nombre de conditions clés. Donc le fait de s'appuyer sur les mécanismes de délibération, de participation pour construire les choix, le fait d'avoir des espaces un peu comme ce soir pour le partage des connaissances. Donc moi j'arrive avec mes connaissances académiques, mais vous avez des connaissances locales propres à chaque contexte. Donc la question c'est comment construire des cadres pour s'appuyer sur l'ensemble des systèmes de connaissances qui sont disponibles. Il y a besoin, je l'ai souligné, de financement, d'innovation, d'approches intégrées, de réfléchir au développement qu'on souhaite construire et d'y intégrer l'action pour le climat. Et puis ensuite, il y a la question aussi des changements de comportement, c'est-à-dire non pas être spectateur passif d'un climat qui change ou de politiques publiques qu'on perçoit parfois comme s'imposant, mais de réfléchir à la manière dont on a des leviers d'action dans son cadre personnel, dans son cadre professionnel, de les déployer pour aussi avoir la fierté de contribuer, chacun à sa hauteur, à ces transformations profondes. Et on a aussi des contraintes et des obstacles. Les contraintes les plus grandes, en fait, c'est les situations d'extrême pauvreté. On n'a pas les ressources, ni pour s'adapter, ni pour porter des choix. Il y a un certain nombre de barrières économiques, la réorientation des investissements, parfois institutionnels. Il y a pas mal de freins, les élus cet après-midi ont exprimé un certain nombre d'obstacles et de freins qui existent par rapport au fait d'aller plus vite sur les politiques publiques. Il y a un besoin de nouvelles compétences pour pouvoir agir. Et puis, parfois, ce qui peut être aussi des freins, c'est les compromis qui vont être nécessaires entre différentes dimensions de soutenabilité, et là où à un moment donné, on va mettre le curseur par rapport à d'autres. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué à faire, parce qu'il n'y a pas une solution parfaite, il y a un ensemble de choses à intégrer, en cherchant les meilleurs compromis possibles à chaque endroit. Donc je termine en fait en soulignant à quel point on a des leviers d'action, on a un retour d'expérience, on sait aussi quelles politiques publiques peuvent fonctionner, peuvent permettre de changer d'échelle, à condition d'être soutenues par l'ensemble de la société. Et puis la responsabilité que l'on a, parce que les choix que l'on fait ou qu'on ne fait pas, collectivement, auront des répercussions non pas à court terme, mais aussi pour les écosystèmes, pour la montée du niveau de la mer, à des échelles de temps de siècles et de milliers d'années. Et donc ça souligne aussi la responsabilité que l'on a sur ce qu'on peut mettre en place maintenant, chaque année qui vient et dans les décennies qui viennent. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet, sur cette... Oh là, vous avez déjà eu 3 questions. Oui, pour simplifier les choses, moi j'aime bien dire c'est la végétation qui fait le climat et pas l'inverse. À quel point c'est juste? Jusqu'où c'est juste? Alors en fait, les aires de répartition des espèces qu'on a sur Terre, elles sont contraintes par les conditions climatiques. L'histoire géologique du climat de la Terre, ça a aussi façonné la végétation, certaines capacités d'adaptation, mais aussi des limites. Et donc moi, j'ai plutôt tendance à parler de couplage. Donc d'une part, la végétation dépend de l'état du climat, mais aussi le type de couvert de sol qu'on met en place a des conséquences sur les caractéristiques climatiques locales.
les propriétés réfléchissantes des surfaces, le fait de freiner ou pas l'écoulement de l'air en surface, le recyclage de l'humidité, l'écoulement de l'eau. Donc en fait, ça marche dans les deux sens. Et en fait, la biosphère, le vivant, c'est en fait un des rouages de la machine climatique, en fait. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bon, bah... si, ça va venir. Attendez. Le pape François, en 2015, a écrit une encyclique, Laudato Si, où il parle d'écologie intégrale. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que vous en pensez et comment on peut la mettre en œuvre dans le quotidien. Et j'avais une question par rapport à l'économie. On parle aussi beaucoup d'économie sociale et solidaire. Et en quoi cette économie-là est vertueuse et en quoi elle peut profiter au climat, ou empêcher le réchauffement. Alors sur la première question, donc vous demandez à une scientifique de commenter un texte d'un homme de foi. Donc ce que j'ai noté quand j'avais lu l'encyclique à l'époque, c'est que le pape s'était appuyé sur beaucoup de scientifiques en sciences du climat notamment qui ont travaillé à l'Académie pontificale. Mais ensuite, il a intégré avec ça une réflexion morale, une réflexion éthique aussi, où quelque part, il essaie de donner une dimension très humaniste à l'action pour le climat avec la formulation qu'il a choisi de faire. Et on a d'autres autorités religieuses, d'autres obédiences, qui ont aussi construit des réflexions similaires, notamment, il y a un livre des églises protestantes de France sur la notion de justice climatique qui a été publié récemment et qui apporte aussi d'autres visions, d'autres éclairages par rapport aux dimensions morales et éthiques. Il y a eu également des réflexions dans le monde musulman, notamment au moment de la COP21, de théologues, qui aussi avaient apporté un éclairage assez similaire en fait. Et donc après, moi ce que je peux souligner, c'est qu'il y a des éléments factuels de connaissances scientifiques, c'est ce que je présente, et après chacun là-dessus peut construire sa vision du monde, l'intégrer, et l'intégrer aussi avec des valeurs, avec des réflexions éthiques, morales multiples. Mais je pense que la dimension d'humanisme, c'est peut-être quelque chose d'extrêmement important, qui s'appuie sur les choses qui nous relient, notamment l'empathie, et qui est une forte motivation à agir. C'est quelque chose qui ressortait beaucoup. Et je veux rebondir aussi sur certains des mots des éco-délégués de cet après-midi, qui sont plus jeunes, et qui, eux, disaient ne pas comprendre pourquoi il y a autant d'indifférence ou d'ignorance. J'avais entendu aussi parfois des plus jeunes qui disaient ne pas réussir à dialoguer avec leurs parents, leurs grands-parents, et se trouver dans un état de détresse important parce qu'il n'y avait pas d'espace de dialogue, ou l'impression que face à cette situation, il y a tellement d'inertie qu'ils ont l'impression que le poids de la charge de l'action pour le climat est sur leurs épaules. Et moi, à chaque fois, je leur dis le contraire de l'empathie, c'est le cynisme en fait. C'est pas forcément une valeur qu'on a envie de voir largement répandue. Et l'autre chose que je soulignais, c'est que c'est pas aux plus jeunes de porter la charge mentale de l'action pour le climat. C'est pas non plus aux scientifiques. Moi, je suis pas là comme boussole des choix de société. La charge de l'action pour le climat, elle doit être partagée. Chacun d'entre vous, vous avez des leviers d'action, vous votez, vous pouvez vous engager dans la vie associative ou autre. Et vous soulignez aussi l'économie sociale et solidaire. Donc, dans certains aspects de l'économie sociale et solidaire, il y a cette idée aussi de réduire l'empreinte environnementale, de sortir les plus fragiles de l'extrême pauvreté, avec aussi la dignité par le travail, puis un travail qui a un sens. Et il y a toute l'économie, notamment du recyclage, de la deuxième vie des objets, qui s'appuie beaucoup sur cette économie-là et qui peut correspondre à un certain nombre d'enjeux sur la maîtrise de la demande, augmenter la durée de vie des objets plutôt que les laisser stocker ou les mettre en décharge. C'est un enjeu majeur par rapport à cet aspect qui porte sur la demande et la sobriété. Là, on est contraint par le temps, donc il y a une dernière question. Je fais partie d'une association environnementale qui se bat actuellement contre certaines pratiques dans notre région. Par exemple, la construction d'une usine XXL de méthanisation et lithium. C'est-à-dire que maintenant, nous allons être confrontés au lithium après avoir été confrontés à la méthanisation. La méthanisation, c'est la spoliation des terres agricoles.
qui ne garantira plus notre souveraineté alimentaire. Parce que si on multiplie les usines de méthanisation pour faire du gaz, par exemple, qui n'est pas tout à fait décarboné, hein, ça, c'est pas du gaz bio comme on entend. On n'aura plus de place pour nous alimenter à cause de ces terres. Et si on rajoute du lithium, l'extraction du lithium, qui sont des usines hyper grandes, 15 hectares, c'est quand même pas mal. Quelle est votre question? Moi, ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Parce qu'à un moment donné, on n'aura plus de terres agricoles et c'est la forêt amazonienne qui va tout prendre. Donc, à un moment donné, il y a certaines politiques qui devraient être revues par rapport à ça aussi. Et ça doit être pris en compte aussi. Okay, oui, je comprends bien votre point de préoccupation par rapport à l'utilisation des terres et par rapport à ce que vous percevez comme de nouvelles formes de développement industriel sur le territoire. Et d'un autre côté, aujourd'hui, notre approvisionnement d'énergie, qui dépend beaucoup d'importations de pétrole, de gaz, de produits fabriqués avec du charbon dans d'autres pays, il a aussi un coût environnemental, mais qui n'est pas toujours visible, notamment par l'exploitation des hydrocarbures, par les émissions de gaz à effet de serre, par les pollutions locales dans les lieux où c'est produit. Et je crois la moitié à peu près du transport par bateau, c'est du transport d'hydrocarbures, mais qu'on ne voit pas. Et donc, la question de la transition écologique, quelque part, elle pose aussi la question de produire nous-mêmes de l'énergie, et donc d'avoir aussi nous-mêmes plus les nuisances liées à la production, qui n'étaient pas nécessairement sur le territoire français, avec les importations d'hydrocarbures. Donc, sur la partie méthanisation, moi, je voudrais juste faire référence aux analyses en cycle de vie, qui ont été faites notamment par l'INRAE, qui montrent un potentiel qui peut permettre dans certains cas une diversification de revenus pour des activités agricoles, mais à condition qu'il y ait une réflexion vraiment sur l'utilisation durable de la biomasse, les résidus, mais pas faire aspirateur à de nouvelles formes de cultures, par exemple. On va remplacer des cultures alimentaires par des cultures pour l'énergie. Donc c'est plutôt la question de comment le penser de manière raisonnée, soutenable, à l'intérieur d'un territoire. Et le département où j'habite, par exemple en Essonne, a monté un partenariat avec l'université Paris-Saclay, avec AgroParisTech et d'autres écoles, pour essayer d'évaluer en fait le potentiel d'utilisation de biomasse, de déchets et autres. Donc vraiment dans une réflexion d'économie circulaire durable, de sorte à avoir des politiques publiques qui intègrent ces contraintes. Et puis sur le lithium, après la question qui se pose, c'est dans quelles conditions opèrent les mines. Les mines qui opèrent en Europe, elles respectent des cahiers des charges plus stricts sur les normes sociales, sur les normes environnementales, que des mines qui seront dans des pays avec une gouvernance beaucoup plus fragile. Donc à chaque fois, il y a un mélange qui n'est pas du tout évident, d'opportunités, parfois économiques en termes d'emploi, de poids environnemental. Personne n'a envie d'avoir un truc polluant dans son jardin, en fait. Mais il y a aussi la question d'agir de manière responsable et de produire aussi une partie de ce qu'on consomme, et pas simplement de l'importer. Donc il n'y a pas une réponse univoque, en fait. Mais il y a peut-être des réflexions à mener sur les critères multiples qui peuvent rendre certains projets acceptables, tenant compte des risques et des actions qui sont mises pour les limiter. Donc ce n'est pas une réponse simple. Mais je pense que vous avez l'occasion de discuter de ces questions dans le territoire, et ces espaces-là, ils sont importants, en fait. C'est peut-être ça le point le plus important. Moi, je suis là comme un regard un peu extérieur, mais avoir des espaces pour échanger, pour dialoguer, pour croiser les perspectives, et puis après, à un moment donné, il y a des choix qui doivent être faits, tenus, et c'est vraiment l'importance d'avoir ces espaces de réflexion collective qui est important. Merci beaucoup.